même s'il fait très beau. En plus, d'abord, c'est climatisé, alors que dehors fait très très chaud. Et surtout parce que c'est une belle occasion. Et vraiment, je vous remercie tous les trois d'être là pour ce débat qui est sur un thème qui me paraissait être celui qui devait conclure un petit peu ces 3 jours de débat qui ont été organisés surtout par Olivier Lenaire qui est avec nous, je peux trop, et Olivier, qui est là, voilà, Olivier Lenaire. Parce que donc on a eu toute une réflexion dans le cadre de la Biennale d'architecture des paysages, et si vous n'avez pas encore le temps, vous avez 2 mois pour visiter les 9 expositions qui sont vraiment toutes très très intéressantes. Mais on voit bien que notre thématique, c'est comment aujourd'hui on fait face à la question de réchauffement climatique, comment l'architecture et le paysage ensemble finalement travaillent à cette grande problématique pour trouver des solutions. Mais derrière tout ça, il y a une question essentielle, c'est l'esthétique. Et vous savez, alors, vous savez tous que je suis maire ici à Versailles, la question de l'esthétique dans les villes, elle est absolument fondamentale et on ne la traite pas assez. Parce qu'il y a un grand thème, c'est que le goût, chacun a son goût, etc. Comme si, finalement, il n'y avait pas un moment des choses qui deviennent épouvantables à voir et d'autres qui sont, au contraire, très agréables à voir. Et il faut faire très attention, puisqu'on est à un moment de bascule, finalement, puisqu'on va changer les méthodes de construction à cause de cet impératif environnemental. Ça, on est sûr que maintenant cette évolution va se faire dans l'architecture, et on voit aussi que le paysage a pris une importance comme jamais. Nous avons la chance ici d'avoir l'École nationale du paysage, qui est juste à côté d'une école nationale d'architecture. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été des supports très importants pour monter cette biennale. Mais en même temps, on se dit que là, il ne faut pas rater cette étape. Parce qu'on voit très bien que dans cette réflexion environnementale, on pourrait seulement avoir des sortes de boîtes qui soient parfaitement isolées d'un point de vue climatique, mais qui ne soient pas nécessairement très intéressantes esthétiquement. Et surtout, et ça c'est l'objet aussi vraiment de ce débat, c'est qu'on voit à cette occasion, cette nouvelle réflexion, se réintroduire un souci de la nature et du vivant, parce que la question fondamentale, c'est aussi préserver le vivant. Si la canicule nous fait peur, c'est parce qu'elle détruit le vivant. Et donc, vous avez là, ici, 3 personnes, deux qui se battent quotidiennement pour la question du vivant à travers l'expression artistique, et puis avec Manuel José González, là, on a un grand opérateur de culture et qui s'intéresse à cette question. Alors, je présente d'abord Pascal Dalix. Pascal Dalix donc, est architecte et avec son mari, Frédéric Chartier, l'agence Chartier-Dalix, c'est aujourd'hui une agence importante qui fait beaucoup de grands et beaux projets. Et Frédéric et Pascal, tous les deux, se passionnent sur la question justement du vivant dans l'architecture. Comment un bâtiment peut être support encore de la vie, de la biodiversité, de la nature. Donc Pascal nous fera une présentation, puisque ce que nous avons voulu avec Olivier, c'est que chacun de ces débats soit précédé d'une présentation, comme on doit le faire finalement dans une école d'architecture ou une école du paysage, c'est voir concrètement des œuvres ou concrètement des projets. Et alors le projet là, je m'excuse si je ne dis pas très bien le nom, mais Duan Nam Duc, je le dis bien, non? Ça va à peu près. Bon, ok. Et alors, en plus, je dois dire que ça a été un grand plaisir pour moi. Tout à l'heure, je lui disais, parce que, en fait, j'ai eu un coup de cœur une fois sur une œuvre que j'ai vue à Chaumont-sur-Loire. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, en tout cas, si vous ne connaissez pas, moi, je vous recommande d'aller à Chaumont-sur-Loire, au château de Chaumont-sur-Loire, où il y a un travail extraordinaire qui est fait pour valoriser des artistes de grand talent. Vraiment, allez-y. Il y a une manifestation qui s'appelle le Festival de Chaumont-sur-Loire, qui est à la fois un festival qui présente de l'art contemporain, des artistes contemporains, et également un festival des jardins, parce que vous avez des parcelles de jardins qui chaque année sont renouvelées, qui sont confiées à des paysagistes qui toujours sont inspirés. Et donc un jour, j'ai eu plaisir de voir une œuvre là-bas qui m'a profondément marqué, je dois dire, à partir de Végétal.
Voilà, donc c'est un grand talent qui est avec nous aujourd'hui et je pense qu'on va le voir à travers ce projet parce que ce qu'a voulu, si vous voulez, la Société du Grand Paris, c'est que chacune des 68 gares soit le support d'une création artistique. Et le coordonnateur, vous l'avez à côté de vous, voilà, d'ailleurs, vous voyez, il est tellement bien coordonné en termes de coloris qu'on voit tout de suite l'artiste. Voilà, c'est José Manuel, c'est un plaisir et je tiens encore une fois à te dire un grand merci parce que tu nous as beaucoup aidé à la première biennale, beaucoup aidé à la deuxième biennale. Bon, tu es le patron du 104 à Paris, tout le monde connaît ce lieu incroyable qui porte la culture avec des manifestations toujours passionnantes. Il y a tout chez toi. Voilà. Et tu es le coordinateur de cette grosse opération des gares. Et donc, l'idée, c'était que vous nous parliez déjà de ce projet que vous avez sur une gare ensemble et qu'ensuite, on parle plus, de façon plus générale, de cette question de l'esthétique au moment de ce renouvellement de l'architecture et du paysage. Voilà, un grand merci à vous. Maintenant, à vous de jouer, et c'est toi, Pascal, qui, je crois, ouvre le... Alors, normalement, ça, on appuie sur le truc, ça marche, mais à chaque fois, est-ce que ça marche? Alors, merci François. J'ai fait un peu la présentation inverse, c'est-à-dire je propose d'ouvrir un peu le débat en présentant quelques projets, quelques œuvres, quelques éléments qui pourraient être des éléments de réponse sur qu'est-ce que la beauté aujourd'hui en ville et comment est-ce qu'on peut revisiter ce sujet-là au travers d'éléments qui sont beaucoup plus vertueux et notamment, nous, ce qui nous passionne beaucoup à l'agence, entre autres, c'est l'intégration du végétal dans la ville. Et comment est-ce qu'on peut, pour une fois, peut-être pour l'une des premières fois dans l'histoire, rabibocher un peu le monde de la pierre et le monde du végétal qui ont été depuis si longtemps séparés. Et on voit bien que les villes, en se densifiant, même au moment des hygiénistes, ont installé des jardins dans les villes, ont abattu des remparts, ont créé des grandes promenades, des doubles aliments de platanes, mais on a toujours continué à séparer le monde du vivant et le monde de la pierre. Et donc ce sont des jardins qui sont fermés, et progressivement, on arrive au XXe siècle, on densifie les villes, et ça devient même parfois des sujets de densification, enfin des manières de légitimer la densification. Donc on se dit, il y a là une histoire d'amour à reconstruire dans cette binarité. Donc c'est... Oups, alors du coup... Je sais pas si... C'est le bouton vert, normalement. Ouais. Ouais, c'est bon, ça marche. Non, alors c'est pas cette présentation. Non, mais c'est pas cette présentation-là. Alors, quoi? C'est délicat. Je pense que c'est pas la présentation qui... Par contre, ça permet de vous dire qu'il faut aller voir, parce que il y a le pavillon qui a été fait par Frédéric et Pascal, et qui est sur l'avenue de Paris, juste au château, face au château. Mais tu en parleras ça. Oui, je dis un petit mot à la fin, parce que comme il est juste derrière, j'en dirai pas beaucoup. Mais là, je passe, je découvre avec vous une présentation qui n'a rien à voir. Du coup, peut-être qu'en attendant, on peut expliquer aussi ce qui motive un petit peu l'agence aussi dans cet univers. L'agence existe depuis une douzaine d'années. Et on a commencé très vite à travailler avec le végétal, à travailler avec des matériaux comme le béton. Et c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à dire que le béton, par exemple, est un matériau contre-intuitif sur la question du vivant. Et pourtant, on va le voir, on a quelques projets qui... Est-ce que c'est ça, non ? Ah voilà, c'est ça, parfait. Et parfois, on va voir qu'on utilise le béton pratiquement comme de la pierre parce qu'il y a une inertie thermique, il y a une capacité de moulage, parce qu'il y a une érosion possible, il y a une inertie hydrique aussi. Donc voilà, il y a pas mal de matériaux, finalement, on se rend compte, dans le monde de la construction, qui sont une véritable ouverture pour intégrer ce vivant. Alors moi, j'aime beaucoup ce photographe qui s'appelle Franco Fontana, qui est un photographe espagnol, qui capture des fragments de paysages comme ça, qu'on connaît tous parce que c'est des grandes emprises agricoles, c'est généralement de l'agriculture, de l'agro-industriel. Et ce qui est assez trivial dans son travail, c'est que finalement,
Ces lieux-là sont de véritables déserts écologiques, bien plus que ce toit, cette petite forêt qui se trouve à 12 mètres du sol sur le toit d'une école où il y a juste 1 mètre de terre. Et là, on a un écosystème qui est en train de se créer, qui est extrêmement puissant, qui avance à grands pas. Et donc, tout ça nous indique qu'il y a un changement de paradigme, en fait, dans l'évolution des villes, et que ce faux semblant, en fait, où les campagnes, peut-être une partie des campagnes, en tout cas, continuent de se stériliser, tandis que la ville cherche à retrouver un nouveau rapport à la ville, une nouvelle relation à la biodiversité. On entend beaucoup maintenant les élus, les PLU demander le coefficient de biodiversité. Donc, c'est des choses qui sont complètement en train de rentrer dans le monde de la ville avec des attendus. Donc, pour nous, c'est vraiment l'opportunité de réfléchir à cette question des villes qui se densifient de plus en plus et de gens qui vont de plus en plus habiter dans les villes. Les prévisions avant le Covid étaient très claires là-dessus. Pour commencer, pour nous, l'intégration du vivant, ça commence par le sol, en fait. Ça commence par, lorsqu'on réaménage la caserne Lourcine dans le 13e arrondissement de Paris, dans le boulevard Port-Royal, ça devient une université de droit, eh bien, on commence par la place d'Armes. La place d'Armes qui est un espace étanche. Il y a 2 alignements de platanes qui sont très beaux, qu'on va conserver bien sûr. Et c'est la place d'Armes que l'on désenrobe, on retrouve du vrai sol et on en fabrique un véritable jardin. Et c'est ce jardin-là qui va être en fait le point directeur de tout l'intérieur du projet et auquel on va restituer eh bien, les fonctions fondamentales d'une place d'Armes, c'est-à-dire rassembler les militaires, redistribuer les flux, et puis une fonction représentative. Et bien, dans cette nouvelle université de la Sorbonne, c'est les mêmes fonctions qu'on a conservées à travers un jardin inspiré de Piet Oudolf, qui travaille beaucoup des tableaux de graminées. Et le jardin, c'est aussi un jardin qui peut être aussi à l'horizontale, mais ici, c'est le petit bois qu'on voyait tout à l'heure, sur une école de Boulogne-Billancourt, où en fait, la biodiversité et l'espace vert, c'est pas parce qu'un espace vert est très vert ou a l'air super qu'il y a beaucoup de biodiversité. Et c'est vrai que c'est 2 sujets qui sont différents. Et sur cette école en particulier, nous, on cherche à développer la question de la biodiversité. Donc il y a un îlot sanctuarisé que vous voyez au fond, une fructicée, une prairie de fauche. On a installé les 3 strates. Comme on parle pas mal d'esthétique urbaine, je vais descendre assez rapidement sur les murs. Donc on a vraiment une école qui suit une topographie, qui développe une topographie pour les élèves, permettre aussi à tout le monde de se repérer partout lorsqu'on est dans l'école, d'avoir toujours une vision sur le végétal, quel que soit l'endroit où on est, la cour haute ou la cour basse. Et puis on voit arriver ce mur qui va faire l'objet d'un travail qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'est assez expérimental. Et en fait, c'est la question de comment est-ce qu'on importe, comment est-ce qu'on permet à la biodiversité de se développer sur ces façades et quelle esthétique cela crée. On va travailler ici sur une série de blocs en béton préfabriqués qui sont disposés en quinconce, un peu comme des caplats, dans lesquels on va intégrer un certain nombre de choses, des cannelures, des hôtels à insectes, des nichoirs, etc., et qui sont vraiment imaginés en référence avec les murs d'anciennes citadelles ou les murs de chemin, qui vont être colonisés petit à petit par une végétation lente, qui s'installe toute seule, sans arrosage automatique, sans engrais, sans rien du tout. Donc on est très très loin là des très beaux murs de Patrick Blanc qui sont eux extrêmement entretenus et qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour être entretenus. Là c'est quelque chose de complètement libre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous conduit à imaginer les choses. On est quand même à Boulogne, donc on a cherché à travailler la face vue, les faces latérales. Ça conduit à imaginer aussi le chemin de l'eau, parce qu'on a besoin... L'eau, en fait, c'est le premier ennemi du bâtiment, et c'est en même temps le matériau dont on a le plus besoin quand on veut installer du vivant ou de la biodiversité. Donc on va essayer de travailler sur les différents cheminements de l'eau, les différentes vitesses de descente de l'eau. Je passe un peu rapidement. Et tout ça questionne finalement sur pour qui construit-on, et est-ce qu'il n'y aurait pas une vision un peu plus holistique dans nos métiers de la construction, pas que pour les architectes, où on se dirait, Le Corbusier a été très visionnaire sur un certain nombre de choses. Il a vraiment instauré un gabarit humain pour les confrères, pour la construction, mais peut-être qu'on pourrait imaginer aussi de faire la même chose, ou d'ouvrir en tout cas la porte à d'autres vivants qui viendraient coloniser de très près nos bâtiments. Ici, on a un certain nombre de blocs de Boulogne, il y a des hôtels à insectes, en haut à gauche, il y a une centaine de nichoirs dans cette paroi, cette grande croûte en béton comme ça.
Et donc ça fait tout d'un coup que le bâtiment n'est plus juste un abri pour l'homme, mais tout d'un coup il devient support d'une multiplicité de vivants. Il raconte aussi différentes histoires, les différentes saisons, quand il pleut beaucoup, quand il pleut plus du tout, on n'a pas le même paysage. On retrouve aussi un lien avec le climat, avec les saisons qui passent, etc. Et pour nous, ça fait partie des choses peut-être en ville parfois qu'on a du mal à retrouver quand on est dans des milieux trop minéraux. Avec la phrase de Morecraft, Colin Morecraft, que vous connaissez peut-être, qui dit que chaque élément devrait aussi souvent que possible remplir plusieurs fonctions, et inversement, chaque fonction devrait être opérante de plus d'une façon. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a jamais un élément ou un être vivant qui remplit une seule fonction. La chaîne est toujours assurée de plusieurs fonctions et vice-versa. Et c'est vrai que, encore une fois, dans nos milieux industriels, dans le milieu de l'architecture, eh bien, un toit, c'est juste un toit, ça remplit une fonction. Une façade, c'est juste une façade, ça remplit une fonction, ça referme. C'est déjà fabuleux, hein, mais ça ne remplit qu'une fonction. Et finalement, on se dit, quand on marche sur un toit, si un toit est plat et qu'on marche dessus, il devient sol. Si on le plante, ça devient un jardin, pourquoi pas un terroir. Si on y met des collines, on crée une topographie, on recrée une petite géographie. Et tout d'un coup, le toit d'un bâtiment peut devenir beaucoup plus que juste un toit à une pente ou à deux pentes. Et c'est donc ce qui nous intéresse parce que ça re-questionne la forme architecturale, ça re-questionne la forme urbaine, et à terme, ça peut redéfinir aussi la forme des villes. Donc il faut être sous contrôle, il faut travailler les choses de manière soignée, bien sûr, mais en tout cas, ça re-questionne les fondamentaux architecturaux. Et fort de cette expérience à Boulogne, on a imaginé, parce qu'à Boulogne, ce sont des murs dans lesquels ce sont des blocs de béton qui sont posés les uns sur les autres, autoportants. Mais on s'est dit finalement, dans cette idée de donner plusieurs fonctions à un seul matériau, peut-être qu'il y a un moyen de combiner tout cela et de trouver une paroi qui pourra à la fois accueillir, nourrir, tenir et isoler, bien sûr, pour les humains qui vivraient à l'intérieur. Et on a travaillé avec un cimentier extrêmement connu, Cemex, je peux le citer, qui nous a ouvert son laboratoire de béton innovant, des bétons poreux, des bétons sablés, des bétons, etc., dont on a extrait une vingtaine de prototypes qu'on a tous fait avec lui, et qui sont intéressants parce que ça commence à redéfinir l'esthétique, ça commence à redéfinir la forme que l'on veut donner à ces façades. Vous voyez en bas à droite, le béton commence à être grignoté, il est fragile, et ça questionne du coup la question de la fragilité de l'architecture. Ça questionne la forme que l'on donne, les textures qu'on a envie d'avoir, parce que pour réussir à installer le vivant, pour permettre au vivant de s'installer, on peut avoir besoin de textures qui sont plus granuleuses ou des choses qui sont moins habituelles dans une ville. Ça questionne aussi notre capacité à se laisser envahir par le vivant. Ici, on a du mycélium qui colonise les blocs de béton qu'on avait imaginés. Et donc, ça questionne l'imbrication, finalement, de l'architecture, de la nature et de l'homme qui pourrait habiter derrière. Cette expérience-là, on l'a mise en place sur le nouveau bâtiment, le nouveau siège de la PHP, des Hôpitaux de Paris, dont on livre le chantier dans quelques semaines, dans le 12e arrondissement de Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Projet extrêmement dense, comme bien souvent, une parcelle carrée. Le bâtiment remplit le triangle sur la droite, et sur la gauche, on prend la liberté de développer un jardin, malgré la densité, sous lequel on va installer un amphithéâtre. Donc tout ça est très contraint. Mais du coup, on va avoir un mur, donc on a des lignes tendues, ça c'est le bâtiment, et le rapport au jardin est extrêmement proche du bâtiment. Là, c'est intéressant aussi parce que le jardin est très topographié et omniprésent depuis l'intérieur du bâtiment. Et du coup, on va avoir un mur qui retient cet amphithéâtre et qui retient le jardin qu'on vient d'apercevoir. Et c'est là la première expérimentation à l'échelle 1 que de ce mur, alors celui-ci est en béton, du coup, on a déposé un brevet avec Vinci. Et je passe un petit peu avec toute la continuité sol, mur, toiture, et donc qui va permettre à tout ce mur, là c'est encore la pause avec l'entreprise qui a joué le jeu, enfin ils ont été extrêmement intéressés et intéressants, ils nous ont apporté beaucoup de solutions techniques pour réussir à mouler, à couler aussi ces murs, et on est dans un système pareil où on a une paroi ensuite une deuxième paroi et de la terre qui est piégée et qui est mise en réseau et qui est mise en réseau à la fois par le
le jardin qui est en haut et à la fois avec le sol qui est en bas, ce que nous on a appelé sol, mur, toiture, ce qui augmente considérablement les capacités d'accueil du vivant. Et donc on va avoir là quelque chose d'assez expérimental. C'est vrai que Martin Hirsch et Vinci sont montés dans le même bateau que nous et le mur est fini, il est planté et là maintenant on est voilà, dans une situation d'attente. Et c'est vrai que cette question, il y a le béton, mais finalement, il n'y a pas que le béton. Donc, on continue encore cette expérience parce qu'on sent qu'il y a d'autres choses un peu à expérimenter. Sur le béton, c'est une matérialité, c'est une texture. Je l'ai dit tout à l'heure, ça remplit plein de fonctions d'inertie. Mais il y a aussi d'autres matériaux qui pourraient être un peu plus vertueux environnementalement, qui peuvent être un peu plus durables peut-être. Et donc, on a travaillé, on est reparti sur une nouvelle expérience avec de la brique pleine, du monomure et de la pierre sèche. La pierre sèche est à droite, la brique au milieu et le monomure à gauche, au pied des bureaux du Muséum d'histoire naturelle. Donc là, c'est une expérience que l'on mène qui est encore en cours. Donc le bâtiment, enfin ce prototype est en étude par une jeune thésarde que nous avons à l'agence. On étudie tout, l'hygrométrie, la pousse des plantes, etc. Et on a commencé à avoir les premiers résultats cet été. Et ce qui nous a donné envie, évidemment, de prendre le meilleur des trois qui avait le mieux marché et qui était le plus esthétique, puisqu'on parle aussi de beau, pour pour réaliser le pavillon Avenue de Paris, juste derrière, qui commence à pousser et qui part sur les réseaux sociaux d'une manière phénoménale. Oui. Donc voilà, ça c'est encore à l'échelle 1, ce pavillon de 12 mètres de diamètre que vous pourrez parcourir tout à l'heure. Et donc on a vu là comment est-ce que le mur pouvait piéger de la terre, comment est-ce que c'était une imbrication très mécanique, j'ai envie de dire, des parois, et comment est-ce que ces parois qu'est-ce qu'elles pouvaient instaurer comme visuel sur la rue. Là, deux derniers projets, enfin le deuxième c'est la gare, donc je donnerai la parole après à Viviane, mais un pôle logistique. Et ce qui est intéressant, c'est pas le pôle logistique en soi, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un pôle logistique de 35 000 m² à Vitry-sur-Seine, en plein milieu d'un quartier d'habitation. Donc on va travailler sur la lisière de ce pôle logistique, on va créer un jardin de 800 mètres linéaires qui ceinture tout le pôle, en imaginant une façade qui offrirait une diversité écosystémique, c'est-à-dire on s'inspire de la lisière. On va prendre le bois clair, la fructicée et l'ourlet, et on va les restituer sur les trois façades différentes, de façon à respecter aussi les différentes orientations. On travaille sur une maille, une densité de maille, une densité végétale, c'est de la maille en inox, tout ça grimpe, et on va offrir comme ça 3 paysages différents qui vont être un véritable espace tampon. En fait, c'est une épaisseur, c'est une façade épaisse, elle fait entre 2 mètres et 6 mètres. La fructicée, ça va être une prairie, ça va être un jardin d'arbres fruitiers, donc il y a là aussi tout le rapport aux usages et à l'ouverture au public et à la récolte des fruits. Et du coup, ça a créé comme ça, sur 800 mètres linéaires en plein Vitry, un jardin qui ceinture un bâtiment qui pourrait être, dont l'architecture a été sacrifiée dans les années qui nous précèdent, mais heureusement aujourd'hui il y a une prise de conscience sur ces questions-là. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui peut être extrêmement phénoménal et qui prolonge l'espace public avec un jardin à domicile. Et pour finir, dans la même veine que celui-ci, puisque là on n'est plus sur des parois, mais on est vraiment sur du vide, et c'est vraiment le végétal qui occupe cet espace tampon et qui crée du coup, qui est la façade principale. Le Grand Paris Express nous a confié la construction de la gare du Grand Paris, qui est la gare de la Courneuve, pour laquelle nous sommes en tandem avec Duyan, l'artiste, qui occupe l'intérieur de la gare avec des œuvres d'extrêmement bonne qualité. Cette gare, c'est un peu le même principe que le projet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on va avoir une treille, une double treille, sur laquelle au pied de laquelle on désenrobe, on retrouve de la pleine terre et on fait grimper du végétal. On s'inspire des treillis en bois tressés ou assemblés qui ne datent pas d'hier. On reprend des techniques traditionnelles qu'on fait évoluer parce que c'est de l'acier.
Et du coup, on travaille une largeur de maille, et ça aussi, ça redéfinit un visuel différent quand on est proche, quand on est loin. Le carrefour des 6 routes, il va être réaménagé. C'est une gare qu'on aperçoit de loin. Il y a un effet de moirage que va permettre cette treille, avec une succession, il y a 2 treilles différentes d'ailleurs, l'une superposée, et donc on a comme ça une enveloppe qui permet de ceinturer toute la gare, malgré tous les édifices techniques, etc., qui sont masqués derrière. Donc voilà, avec une redescente, on a un jardin avec 2 mètres de terre sur le toit qui va permettre aussi de prolonger ce qu'on appelle, nous, sol, mur, toiture. Donc voilà un autre type d'esthétique qui est un peu plus sur le mode de la treille. Et pour finir, finalement, la gare, c'est aussi un intérieur, et beaucoup un intérieur. Comme vous pouvez le voir dans toute la partie horizontale, en fait, c'est une gare, je crois qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est une gare traversante. Donc, à droite et à gauche, on peut traverser la gare un peu comme un passage parisien. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de descendre l'escalator, eh bien, on va juste faire ses courses. C'est pas 104, mais presque, quoi. Où on peut venir y rester et y siéger un peu. Et puis ensuite, vous voyez la longue descente avec la mezzanine haute, basse, et puis le quai sur lequel Duyan va venir travailler, une voûte en briques quand même. C'est aussi l'héritage de cette architecture industrielle de la Courneuve, et là pour lequel on a déposé un ATEX dont on attend le résultat. Un ATEX, c'est un peu du jargon, mais disons que quand on fait des ouvrages qui n'ont jamais été réalisés, on doit prouver qu'ils tiennent au feu, qu'ils tiennent à la sécurité, etc. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'existe pas. La voûte des 2 entrées qui s'enchaînent là, qu'on voit qui viennent d'être montées, donc le chantier est en cours, et la descente progressive qui mène qui descend vers les quais, avec voilà, c'est des chantiers de très très grosse ampleur, ça dure 10 ans, etc. Donc c'est toujours encourageant de voir qu'il y a des choses qui sortent, quoi. Ça fait 10 ans que... Et donc voilà la mezzanine basse sur laquelle Duyan intervient, et ce n'est pas le seul endroit, c'est pour ça que je vais lui donner la parole, que tu peux continuer si tu veux à expliquer. Tiens. Ok. Oui, vous m'entendez? Ok, bonjour. Alors, il faut que j'appuie ici. Donc, c'est la première fois que je prends la parole. Enfin, j'ai pas beaucoup l'habitude. Donc, ça fait depuis cette aventure a commencé en 2018. Donc, quand José Manuel m'a proposé de participer, au moins de prendre conscience du projet qui est en train de se faire avec le Chartier d'Alix. Donc, le jour où je suis allé voir la présentation du projet, de la gare. Voilà, ça c'est la gare du parc, à côté du parc de Georges Valmont. Et donc là, c'est vraiment... Voilà, bon, c'est pas grave. Donc je vais raconter le récit. Et donc dans la présentation de cette gare qui va être faite pour 2026 maintenant, le projet m'a beaucoup inspiré et m'a beaucoup touché par... déjà, en fait, au-dessus du toit, il y avait ce jardin arboré, donc qui m'a tout de suite fasciné, qui m'a tout de suite plu. Et après, dans les matériaux utilisés, il y avait la brique, beaucoup de briques. Et donc la sensation que j'ai eue dans la présentation de ce projet, c'est comme si nous, êtres humains, on pouvait rentrer sous terre et comprendre ce qui se passait au-dessus de notre tête dans ce jardin. Parce qu'en fait, aussi, je ne me suis pas présenté, c'est que dans mon travail, en fait, j'utilise exclusivement des plantes sauvages, salsifis, pissenlit, du lichen, du plantain, et c'est vraiment ces petites plantes qui m'intéressent dans mon processus de recherche et de travail. Et donc, la sensation que j'avais, c'est que je me suis dit, en fait, vu qu'on est sous terre pour une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre le souterrain, ces réseaux qui se propagent et qui se connectent entre eux. Et donc, et aussi, je me suis dit que finalement, dans une gare, on croise énormément de gens et en fait, on ne les connaît pas. Et donc, je me suis dit, il faut absolument trouver un lien qui pourrait associer en fait, les habitants, les futurs usagers qui vont prendre, en fait, qui vont prendre le train pour aller à leur boulot.
et du coup et faire une connexion avec la nature environnante. Et donc je me suis dit, en fait, finalement aussi, je voulais aussi, faire une œuvre participative, vu que déjà c'est un tandem, on est deux, et donc je me suis dit que je voulais pas, en fait, faire une œuvre où, en fait, j'impose ma vision ou une sculpture, et en fait, les gens passent et n'avaient pas il n'y avait pas de vie, en fait, de sens. Et donc je me suis dit, en fait, le mieux, c'est qu'il faut comprendre, en fait, la population qui vit à la Courneuve, et aussi ce parc qui est quand même le troisième plus grand parc de l'Île-de-France, et comprendre, en fait, et du coup prendre tous ces éléments et de créer une œuvre à partir de là. Et donc, mon idée, c'était de répertorier, en tout cas demander les habitants de la Courneuve me donner leur ligne de main, donc un portrait de main, et comme ça de 1 an à 90 ans, et aussi les usagers du parc Georges Valmont, de me raconter aussi leurs histoires, leurs anecdotes, pourquoi ils y vont là-bas, parce que finalement c'est un point assez fort de la Courneuve. Donc voilà. Donc, et aussi, j'ai aussi demandé à des enfants, donc on a récolté comme ça 360 lignes de main, et qu'on a ensuite, en fait, voilà, ça c'est les lignes de main, donc il y en a plein. Et l'idée c'est que je voulais pas changer la proportion, changer en tout cas les lignes, c'est les garder intactes et ensemble faire des connexions. Donc ça veut dire, voilà, l'idée c'était que ces gens ne connaissent pas, et il y a cette richesse aussi culturelle en fait, de la population, de les connecter comme ça ensemble et créer un réseau et qui puisse s'étendre comme ça dans la gare, pour que ça soit vivant et que ça soit dynamique, et aussi qu'il y ait une histoire derrière cette œuvre. Donc voilà, vous voyez à peu près. Et donc ça, c'est donc la fresque racinaire, c'est sur le plafond, c'est sur la mezzanine. Et aussi, donc ça, c'est l'humain. Je voulais vraiment associer l'humain d'abord, du coup, dans ce travail. Et ensuite, je me suis concentré aussi sur le parc Georges Valmont. Donc mon idée, c'est aussi du coup d'utiliser les végétaux. Donc on est allé parce qu'on n'était pas seul, dans les coins les plus reculés du parc, pour que ça soit le plus sauvage possible. Parce qu'un jardin, un parc arboré, finalement, il y a quand même un suivi. Il y a la tonde, il y a la coupe. Et moi, ce que je voulais, c'est vraiment montrer cette biodiversité le plus reculé. Et du coup, on avait beaucoup plus de richesse. Et du coup, utiliser cette richesse pour montrer la saisonnalité, pour montrer les variétés et la richesse architecturale et tout ce qui se compose d'une plante, de montrer que c'est magnifique et qu'en fait, finalement, il suffit de regarder et y passer du temps. Et donc du coup, ce sera un projet qui va être travaillé sur des pareaux vitrés. Donc là, c'est un prototypage qui sera rétroéclairé. Et l'idée, c'est de faire un herbier fantastique. Donc il y aura des végétaux que je vais laisser intacts, d'autres que je vais dorer. Et comme ça, je vais tisser un langage, quelque chose en fait, une phrase aérien et poétique, pour que les gens prennent le temps de se dire, en fait, cette plante, cette graine, en fait, elle est vraiment dans le parc, je peux y aller et peut-être la voir de plus près, de la récolter et de la planter. Donc ça, c'était vraiment, c'est vraiment ce que je souhaite par rapport à ce projet. Et donc la dernière installation, projet, là, c'est vraiment avec la biodiversité, avec toutes les plantes que j'aurai récoltées, les herbes, les graminées. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser la plante telle qu'elle, avec son système racinaire, faire une empreinte sur la terre, sur les briques qui vont être utilisées. Et donc ces briques-là, moi, je les reçois crues et encore fraîches. Donc je prends l'empreinte de la plante avec sa racine, et ensuite j'insère les lignes de vie des personnes que j'aurais collectées auparavant, pour insérer dans leurs propres racines. Donc je ne sais pas si on voit très bien, mais là c'est un plantain, non, on ne le voit pas. Donc là, ça, c'est une ambellifère. Donc vous voyez sur la photo de droite, vous voyez le système racinaire, les filaments sont très fins, et il y a des
les petites lignes plus épaisses, ça, ce sont les lignes des vies des personnes qui vont être insérées. Donc là, l'idée, c'est vraiment de fusionner, faire une hybridation entre l'humain et le végétal. Et c'est dans ce projet qui est sorti par rapport au projet de l'architecture architecturale, de Chartier d'Alix. Voilà. Donc je sais pas. Ah, là c'est fini. Bon, voilà. Je sais pas si j'étais très clair. Voilà. Donc, Non, bravo. Je peux vous assurer que c'est la première fois que je l'entends parler comme ça en public. Tout le monde. Alors moi, vous n'aurez pas d'image parce que effectivement, l'idée c'était tout d'abord de s'appuyer sur ce tandem. Duane l'a glissé comme ça au travers d'une phrase. Tandem, en fait, c'est ce programme qui consiste à associer un artiste et un architecte sur une gare. J'ai effectivement, François l'a rappelé tout à l'heure, j'ai cette responsabilité, pas totalement de faire le choix, comme au fond un curateur et autres, ou commissaire, puisque je me suis toujours refusé de porter ce nom, mais effectivement j'assume la direction artistique à la fois au 104 ou ailleurs, et direction, ça veut dire qu'effectivement j'essaye de faire en sorte que des choses puissent se retrouver sur des lignes, des intuitions. C'est ça le sens pour moi de direction artistique, et la manière dont ça se passe dans le processus, au fond, le processus on va dire, de singularité de chacune de ces gares, il commence dès le choix de cette association, puisque moi, au fond, ce que j'essaie de faire, c'est toujours dans ce processus, c'est d'écouter et d'entendre chacune des équipes, chacun des architectes. Alors il y a 68 gares, plus 4 ou 5 10 locaux techniques, qui locaux techniques sont parfois plus grands que les gares elles-mêmes. Et certains architectes ont environ entre 2 et 3 gares, pas tous. Donc, ce qui fait qu'en gros, il y a à peu près une quarantaine d'architectes ou d'équipes d'architecture qui travaillent sur l'ensemble du programme. L'idée, c'est tout d'abord d'entendre en fait chacune de ces équipes. Alors, on va les rencontrer et à partir de là, de dégager des pistes qui sont des pistes qui permettent éventuellement la rencontre avec un artiste. L'enjeu étant dans cette rencontre que tout de suite on soit évidemment à l'échelle de l'architecture, puisque l'architecture est à l'échelle de la ville. Donc l'idée, c'est pas de faire des œuvres qui témoigneraient de choses qui peuvent être tout à fait passionnantes, mais qui seraient au fond une sorte d'alibi à la rencontre, mais vraiment des œuvres qui sont à l'échelle de l'architecture. Parce que ces architectures, vous l'avez vu ici, elle est vraiment remarquable, à la fois vous l'avez vu dans le processus, mais aussi dans le résultat, parce que ça c'est extrêmement important. Parce que vous savez, c'est comme quand vous allez dans des expositions où au final vous voyez des œuvres et au final il faut que vous attendiez la fin pour saisir un peu ce qui se passe. Là, ça ne sera pas nécessaire, vous allez comprendre très vite ce qui se passe. Et c'est important de comprendre le processus après si on a envie d'en savoir plus. Mais l'idée, c'est quand même de faire vivre une expérience. L'architecture, c'est tout d'abord une expérience de l'espace. Et une intention très forte qui est donnée par les architectes. La plupart du temps sur une fonction. C'est un peu la contrainte des architectes auxquels peuvent échapper les artistes. Parce qu'eux, il n'y a pas de contrainte de fonction. Sauf c'est à considérer que la beauté, l'esthétique est une contrainte, mais c'est celle-là. Le travail, il est là. Et c'est précisément à cet endroit-là, entre la contrainte et la fonction, qui est la commande qui est faite aux architectes, et aux artistes, cette idée d'interpréter le territoire et le rapport à l'architecture, qu'au fond va se nouer quelque chose qui est, au fond, entre une fonction qui est augmentée, et là aussi pour l'artiste, sa capacité à intégrer la fonction dans une ville. Et donc comment les œuvres intègrent une fonction. Et cette fonction, évidemment, c'est une qui est à la fois extrêmement concrète, puisqu'elle est visuelle et visible, mais aussi totalement symbolique. Et ce symbole, c'est ce qu'ils viennent de vous raconter. Ce terme raconter, c'est qu'en fait, ils produisent un récit. Ils sont en train de fait de produire un récit. Alors on peut se dire, évidemment, vous êtes ici à Versailles, des récits, ils existent depuis tellement longtemps, ils sont tellement formidables, qu'au final, il suffit de vous rassembler ou qu'on se rassemble ici, et puis on peut tirer au sort n'importe quel récit, il sera absolument étonnant, merveilleux, puis il a intégré l'histoire de France. La question de ces territoires, c'est d'intégrer l'histoire de France. Comment ces territoires intègrent l'histoire de France, autrement que comme on veut nous les décrire à chaque fois. Donc les enjeux, c'est de dire, dans ce métro,
ce nouveau métro, ce nouveau réseau, c'est de dire au fond comment cette fonctionnalité, et qui est toujours la manière dont on aborde les banlieues, les périphéries, ceux qui sont au fond qui sont éloignés du centre, comment on fait pour qu'ils intègrent les mêmes questions et les mêmes attentions que celles que l'on porte au centre. Et l'enjeu de ces gares, moi je suis pour strictement rien, c'est que c'est la Société du Grand Paris qui a souhaité, avec évidemment à l'époque le personnel politique qui avait en charge la France, de dire il faut qu'il y ait des gestes. Effectivement, il faut qu'il y ait une fonction, mais il faut aussi qu'il y ait des gestes architecturaux et des gestes artistiques. Tout ça dans cette idée qui était, au fond, ne plus considérer uniquement ce paysage de la banlieue uniquement comme un endroit où s'exercent des fonctionnalités, et sans le dire quand on termine la phrase, pour servir le centre. Donc là, l'idée, évidemment, à partir du moment où vous amenez des gestes architecturaux, c'est-à-dire une intention, une intuition qui est menée par des personnes qui travaillent sur les formes, et que sur ces formes, vous faites en sorte d'y accorder de l'attention, ces formes ne peuvent naître que dans un rapport au territoire. À partir du moment où il y a, comme ils viennent de le dire là, une attention qui est portée aux formes, à partir de ce moment-là, il se met en place un processus qui est un processus simplement de récit et d'attention qui est porté évidemment à l'ensemble, pour dépasser la question de la fonction. Et au fond, c'est ça qu'on essaie de faire, puisque François a eu la gentillesse de le rappeler, dans le civil, je suis directeur du 104, et dans un autre civil, je suis directeur artistique pour la Société du Grand Paris. Je ne suis pas dans la Société du Grand Paris, je suis une pièce rapportée, parce que j'ai répondu à un appel d'offres, comme les architectes l'ont fait d'ailleurs, pour remporter ce concours sur cette intention-là. Comment aujourd'hui, de manière extrêmement explicite, on montre aux populations qui sont dans ces territoires, qui n'ont pas simplement, ils ne remplissent pas une fonction, mais qu'ils ont aussi le droit de participer à un imaginaire. Là, encore une fois, ce n'est pas valable pour toutes les villes qui sont traversées par ce réseau, mais c'est le cas pour beaucoup de ces 68, en fait c'est beaucoup plus que 68 villes, puisque en gros c'est un peu plus de 140 villes qui sont touchées par ces histoires, et qui ont besoin de se constituer au fond d'autres récits que ceux qu'on nous rabâche à longueur de journée. Donc voilà, l'arrivée des artistes dans cette histoire, c'est d'augmenter encore ce geste d'attention qui est porté au fond par le centre, représenté par cette société, et qui aide à produire de nouveaux récits, qui sont des récits qui ont une ambition, qui s'ancrent tout d'abord dans le local, ça a été raconté ici très très bien, mais qui doivent avoir une dimension qui est une dimension nationale, puisque au fond, vous l'avez compris, hein, en gros c'est presque 3 anneaux comme ça qui se succèdent sur toutes les lignes, et puis avec 2 échappées comme ça. Ces 3 anneaux, qui ne sont pas les anneaux olympiques, parce qu'il en manquerait un tout petit peu, en fait ils rassemblaient, puisque du coup évidemment il y a la possibilité de les rejoindre à chaque fois par des points de jonction. C'est comment on ambitionne aussi de participer à cette idée que ces territoires peuvent être visités. C'est-à-dire que les citoyens qui y sont, les habitants, ceux qui y vivent, il y a le fait de se sentir bien dans des espaces qui sont des espaces publics, qui ont une double ou une triple vocation, on l'a dit, hein, concrète et symbolique à la fois. Mais comment aussi ces territoires, il va se constituer comme étant au fond un endroit de récit un peu particulier. Ces gestes architecturaux réalisés par les architectes, ces assemblages qui sont faits avec les artistes, ont cette ambition-là. Demain, concrètement, c'est la plus grande collection d'art public qui existera en France et en Europe. Visiter une exposition d'art public par la cohérence qui est donnée d'une fonctionnalité qui est celle du transport. Au fond, c'est assez simple. C'est assez simple, mais évidemment, ça se complique toujours quand on est sur des questions techniques, puisque la fonction, elle doit exister. Et quand vous avez une fonction comme celle de gare, tout à l'heure, Pascal le rappelait, les contraintes techniques pour des questions liées principalement à la sécurité, tout à fait justifiées, elles pourraient à chaque fois tenter et faire qu'en sorte on se retrouve avec des œuvres qui sont un peu atténuées, édulcorées. Donc c'est la bataille qu'on mène tous les jours, non pas contre les techniciens, mais avec les techniciens qui eux-mêmes découvrent, au fond, de nouvelles capacités d'usage des matériaux, mais aussi de leur organisation, parce que précisément, il y a une autre pensée. Avant qu'une œuvre n'arrive, quand elles vont sortir les premières en 2024, il y aura plusieurs milliers de personnes qui auront pour chacune des gares donné leur avis,
mis leurs contraintes, étaient contre, étaient pour. Et donc cet ensemble d'opinions est déjà en train de faire vivre un autre récit sur ces territoires. Et demain, évidemment, l'une des ambitions est cette sorte, on va dire, de cohérence et incohérence à la fois totalement assumée de cette collection, puisque il faut imaginer que quand vous allez d'une gare à une autre, c'est entre 2 minutes et 2 minutes et demie. En gros, c'est le temps que vous mettez pour traverser une grande salle du Louvre. Donc il faut se transposer. On n'est plus dans les mêmes mobilités. Quand on va aller d'une gare à une autre pour aller visiter une œuvre, en fait, vous êtes en train de visiter un musée à ciel ouvert. Sauf que ce musée, au lieu d'être dans un endroit où vous vous séparez en fait des autres, en fait, vous êtes avec les autres. C'est tout simplement cette idée-là. C'est comment chaque geste qui est produit sur ce grand projet ambitieux qui est national et international, comment en fait il produit de la relation aux autres dans un rapport d'équité et dans un rapport d'intelligence et de beauté. C'est l'ambition de ce programme et j'ai la chance, je dois vous avouer que je vis quelques aventures depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Voilà, les matins je me lève et je me dis mais c'est vertigineux quoi. Voilà. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que, et je le vois déjà sur le terrain, puisque en attendant, on a tout un programme qui se déroule sur les chantiers eux-mêmes, et qui n'est pas simplement réservé, on va dire, à ceux qui ont l'habitude d'aller sur les chantiers, puisque vous savez, c'est strictement interdit à la population. Et on organise des grands rendez-vous, on amène la population, et c'est à chaque fois un moment c'est un moment à la fois vertigineux, mais aussi d'émerveillement, de délicatesse, d'intelligence, qui sont souvent, au fond, on peut se le dire entre nous, très peu utilisés quand on parle de la banlieue. Ce vocabulaire-là aussi, ce programme, il vise à l'intégrer aussi dans le commun qui est aussi celui de ces territoires. Merci de votre écoute. Ça vous donne envie, on va aller visiter toutes ces gares de métro Grand Paris. J'aurais une question, parce que dans les choix que tu as guidés, José Manuel, il y a une très grande diversité. Et là, il y a un cas presque un peu spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment la gare où l'artiste, comme l'architecte, travaille le plus sur cette notion de vivant et finalement que la beauté de la création est le premier support, finalement la création artistique aussi. Comment tu vois justement aujourd'hui l'évolution, parce que tu as des propositions artistiques qui sont très très différentes de gare en gare. Comment tu vois justement cette place aujourd'hui, cette espèce de révolution que l'on sent à travers notamment tout ce qu'on a entendu ces derniers jours, la Biennale. On sent que le vivant devient une préoccupation numéro 1, y compris dans l'architecture. Et Pascal le disait tout à l'heure, il y a eu presque une opposition pendant des décennies. Comment tu sens cette évolution ? De toute façon, il y a d'ores et déjà un cahier des charges extrêmement fort au départ sur à la fois les ressources qui sont utilisées pour la construction de ces gares. Il y a une question sur les terres du Grand Paris dont on sait qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet. Dans ce rapport au vivant, il y a tout d'abord comment au moment de la construction, il ne faut pas se leurrer. On sait très bien qu'au moment où on commence à bâtir, quand on bâtit, c'est parce qu'à un moment... on se sépare, il y a une sorte de rupture qui se fait de fait avec l'environnement, quel que soit cet environnement d'ailleurs, même quand il est urbain. La question c'est comment on arrive à se glisser dans cette rupture, comment on fait quelque chose qui ne prolonge pas la rupture, mais comment au fond elle permet de nouer un lien un peu nouveau. Et dans ce lien nouveau qui est au fond un accord qu'on a tous passé de manière plus ou moins tacite, c'est que la nature doit retrouver sa place. Donc dans toute la question qui est celle de la matérialité, tout d'abord, celle des sujets qui inclut aussi dans la nature, la question de la nature inclut aussi les gens. La question de, au fond, comment nous vivons différemment ces villes et de le considérer, donc la question organique, dont nous sommes là aussi, nous, partie prenante, elle est extrêmement importante dans la manière dont aujourd'hui chacune des œuvres qui sont intégrées viennent intégrer, y compris sur des artistes. Il y a dans ce projet, tout n'est pas encore ficelé puisqu'on est encore à l'œuvre, tout ce travail, mais il y a des artistes qui sont, comme on dit dans notre métier, des pointures mondiales. Ces pointures mondiales, on leur a demandé de considérer, et c'est assez beau de se dire qu'un Pistoletto, par exemple, un Buren ou un, et je ne vais pas citer d'autres noms parce que tout n'est pas encore sorti dans la presse, ou un Stromae, par exemple, qui est plus célèbre qui traverse tous les...
qu'à un moment, ils décident de là où ils sont, de considérer le territoire où ils sont, c'est-à-dire le vivant de ce qui est là déjà. C'est pas le, voilà, c'est le vivant de ce qui est là. Et qu'à partir de là, eux-mêmes, ils organisent le protocole de réconciliation avec la ville et la nature, à partir de leur vision, et ils viennent sur ces territoires. Vous voyez déjà ce que peut raconter un territoire. Quand moi j'ai la chance de travailler avec ce qui s'appelle Paul et Luc, il travaille toujours avec son frère, quand je vais voir Stromae, je vais donc le voir, et je ne lui parle à ce moment-là que de Saint-Denis. Vous imaginez le truc, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour dire qu'à un moment on allait parler à cet artiste de Saint-Denis. Je suis obligé de décrire Saint-Denis à la fois dans ce que c'est aujourd'hui et dans son ambition demain, puisque c'est sur la gare de Saint-Denis, Pleyel. Et il me demande de parler des gens, il me demande de parler de la nature, et vous le savez sûrement, vous connaissez son histoire personnelle, c'est quelqu'un qui effectivement a vu monter la guerre dans le pays de ses origines, le Rwanda, parce que précisément on a commencé à les spolier des ressources naturelles. Et donc tout ce travail qu'il est en train de faire, il ne va pas faire une chanson pour Saint-Denis, il va faire une œuvre qui va être une œuvre pour la population. Et l'œuvre sera précisément sur cette place de la nature et de l'organique dans cette gare. Donc il est en train, et cette idée que la nature permet de réparer le rapport entre les hommes et les femmes. Son histoire personnelle est toujours celle de comment réparer. Et quand vous écoutez son dernier album, il a une intuition de dingue, parce que quand même, son dernier album, la première chanson que vous avez entendue, il est allé la filmer en Ukraine, avec des gens en Ukraine, dans un bar, des amateurs, avant que ça n'arrive. C'est l'intuition des grands artistes. Et effectivement, l'œuvre qu'il va produire est une œuvre qui est une œuvre de réconciliation symbolique entre la nature et les hommes sur ce territoire où souvent on pense qu'elle n'a pas sa place. Donc, voilà pour dire qu'aujourd'hui, aucun artiste, même ceux par exemple qui travaillent sur une dimension plus cinétique, en utilisant le numérique, qui est l'un des autres sujets qui, souvent quand on dit numérique, on pense tout de suite à modernité, mais en fait, le numérique, souvent pour tout le monde, se résume simplement à son mobile, en fait. Mais le numérique, ça veut dire bien d'autres choses. Par exemple, le travail qui a été fait sur une des gares avec Franklin Asie, avec une toute jeune équipe, qui sont franco-japonais, eh bien, ça a été de dire, au fond, comment on pouvait retracer les ondes qui sont à la fois la confusion entre les ondes hertziennes qui nous saturent et qu'on ne voit pas, mais le rapport aussi avec la nature qui est présente à très grande proximité et que sont notamment les mouvements de l'eau souterraine. Et donc, ils ont choisi un endroit de l'architecture où on va retrouver ces ondes. L'inspiration, on le voit bien, est comment la nature peut se trouver dans cet urbain et peut créer une relation nouvelle entre les êtres vivants à cet endroit-là du territoire. Donc tout ramène à la nature. Je pense aussi, Pascal, tu veux sur ce point. Je voulais juste compléter je trouve tu l'as très bien exprimé, et je voulais déjà aussi remercier José Manuel parce qu'en fait c'est une agence matrimoniale là, que tu as fait, parce que il y a plein de confrères qui ont des artistes, ça marche très bien, mais nous on s'est vu 2 fois avant que Duan commence, et il est parti directement dans la direction majestueuse, quoi, qui nous allait parfaitement, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment, une intuition que tu as eue, enfin, vraiment que je remercierai jamais assez, parce qu'on aurait pu se retrouver avec quelqu'un en partenariat et ça aurait pu être difficile. Et ben, là, c'est vraiment tout le contraire. Et tu l'as très bien exprimé tout à l'heure, la question de la gare, c'est à la fois d'appartenir à un grand réseau de la SGP et d'être identitaire sur ce réseau, d'avoir l'identité du réseau, et à la fois d'avoir l'identité de la ville qui accueille cette gare. Et c'est là où c'est hyper compliqué, et où on est un peu schizophrène, parce qu'on doit à la fois garder les deux entités, quoi. Et c'est vrai que quand on a travaillé, on a dit cette gare de la Courneuve, c'est la gare du parc, c'est la gare de l'héritage social et architectural, du patrimoine architectural. C'était les 3 thèmes que Duan a pris tout de suite, et ça a très très bien fonctionné, quoi. Donc voilà, merci beaucoup, et c'est vrai que c'est une belle aventure, un beau tandem. Oui, je pense que vraiment vous étiez fait effectivement pour être rassemblés sur ce projet. Et on voit bien une très belle intuition là, de Manuel José. C'est fou combien aujourd'hui les artistes s'intéressent à la nature, mais y compris aux vivants dans la nature. Peut-être, ça serait intéressant, Duan, que tu nous dises un peu plus ton itinéraire. Peut-être c'est intéressant parce que moi, j'ai découvert au fur et à mesure, il a une manière quand même de fixer la nature
Parce que je suppose que quand vous voyez ces images, vous avez l'impression que ce sont des natures mortes. Alors peut-être il peut répondre aussi à ça. Parce que, alors il y a tout ce qu'a expliqué Pascal, son travail d'architecte et quel travail sur la matérialité. Et puis il y a ce travail-là où on voit les choses un peu fixées. Et c'est vraiment important de savoir, au fond, en quoi cette nature, elle est encore fertile, d'une certaine manière. Et je dois dire que moi, il m'a appris des choses, parce que figurez-vous que, alors que je suis absolument pas botaniste ni quoi que ce soit, je prépare en ce moment une exposition qui ouvre dans 3 semaines, qui est sur les graines, que je prépare avec Gilles Clément. Et d'une certaine manière, cette rencontre, elle m'a servi à comprendre un peu ce qui se passait avec les graines, et de voir à la fois en quoi effectivement elles servent un certain nombre de nos projets, mais quasiment à l'insu de notre plein gré, la manière dont tout ça circule et dont tout ça crée aussi de la beauté et du lien. Mais je voulais que Duane revienne sur ce que moi, très sincèrement, au début, je me suis dit, bon voilà, évidemment, je trouvais le travail magnifique. Il ne savait pas que je le connaissais, puisque 80% des artistes que j'amène sur le projet, je ne les ai jamais rencontrés avant. Moi, je les connais, mais eux ne me connaissent pas. Et je ne vais à la rencontre des gens quand j'ai quelque chose à dire, enfin en tout cas autre chose que dans des mondanités, quand je suis au travail. Je trouve que le travail, c'est un bon endroit pour se rencontrer. Et donc je connaissais son travail depuis très longtemps, mais je me faisais une idée de son travail. J'étais très content du résultat, je trouvais ça magnifique, splendide, tout ce qui a été dit. Mais je me faisais une idée qui n'était pas tout à fait celle que j'ai découvert à mesure de nos échanges. Alors, je vais essayer de me rappeler toutes les questions. Non, alors en fait, il faut savoir que je suis autodidacte, donc c'est difficile pour moi encore de dire que je suis un artiste. En fait, moi, je me considère comme un cueilleur contemplatif, donc avant même être plasticien. Et de cette contemplation de la nature, j'en ai fait mon travail. Donc un travail qui me plaît pleinement parce que pour moi c'est un terrain de jeu, d'expression, mais aussi un lien que j'ai profondément avec la nature. Donc en fait, moi il faut savoir que j'ai grandi au Vietnam, enfin je suis parti au Vietnam à 10 ans, et de l'âge de 1 à 10 ans, j'ai vécu dans une maison avec arborée au Vietnam, comme vous imaginez, la nature est luxuriante. Donc voilà, ça c'est vraiment les souvenirs de l'enfance qui m'est resté, parce que moi je grimpais aux arbres, je jouais qu'avec les graines, ou je faisais des billes avec la terre. Donc ça c'est vraiment des plaisirs simples, mais qui m'est vraiment resté profondément en moi. Et c'est vrai qu'être déraciné de mon pays, maintenant c'est devenu ma culture, la France, donc ça fait plus de 30 ans que je suis en France, et donc je me suis beaucoup cherché pendant tout ce temps, et au final, pour me retrouver, me dire en fait finalement ce que tu aimes le plus, c'est d'être dans la nature et de jouer avec elle. Donc c'est pour ça que les plantes avec lesquelles j'avance dans mon travail depuis 10 ans, c'est le pissenlit, le salsifis, par exemple les orties, les samars d'érable, enfin voilà, toutes ces plantes, ou l'oxalis, les trèfles à 4 feuilles. Donc c'est vraiment des plantes des hortensias, enfin plein de plantes qui sont vraiment à profusion au contact. Voilà, on faut juste se baisser, l'observer et peut-être le cueillir au bon moment. Voilà. Oui, voilà. Mais il y a une question, il y a celle de la fragilité, parce que c'est vrai que l'œuvre que j'ai vue, donc à Chaumont sur le pissenlit, est fascinante. Il faut imaginer ces pissenlits qui sont tenus par les tiges comme ça, et là on voit la beauté d'ailleurs, et l'assemblage était absolument fascinant. Mais moi on osait à peine passer dessous. Alors c'est extraordinaire parce que là vous êtes en train de travailler, tu es en train de travailler sur le lieu qui doit être le plus résistant possible, alors que tu travailles sur la fragilité en fait. Et c'est assez extraordinaire la façon dont tu l'interprètes là. Mais tu es souvent sur des choses qui sont très fragiles finalement. Alors, je pense que c'est l'image qu'on se donne d'une plante qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas assez observé. Je pense que chaque chose mérite d'attention, chaque plante mérite son intention. Et ici, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour travailler le pissenlit, parce que je suis déjà extrêmement amoureux de cette plante, et donc du coup, tentant qu'elle, moi je l'aime, mais je ne sais pas si elle m'aime, donc je crée un langage hyper hyper conceptuel, mais donc dans la réponse de cet amour inattendu, et pour que je puisse travailler avec elle,
il fallait que je l'observe en fait. Et dans l'observation, on comprend qu'il y a des cycles, et ces cycles-là, il y a des montées de sève, des sèves qui, voilà, des temps de montée de sève descendant. Et à un moment donné, on sait qu'on peut le cueillir. Et c'est beaucoup d'expérimentation aussi. Donc j'ai mis bien 1 an pour comprendre vraiment le processus de la plante. Et pendant ce temps, elle me l'a donné. Et donc maintenant, ça fait 10 ans que je dis que je collabore avec elle. C'est-à-dire que chaque exposition m'amène un peu plus vers son ADN en fait propre. Et par exemple, la dernière exposition que j'ai faite en 2021, c'était au musée Guimet. Donc j'avais une carte blanche, et en fait pendant 10 ans, je l'ai contraint. Comme on dit qu'elle est fragile, en réalité, elle n'est pas fragile, c'est juste que c'est son nez. Quand on cueille dans la nature, on prend en fait, l'homme, on est tout puissant, donc on le prend, on l'arrache, et du coup, forcément, ça crée un stress, et du coup, en fait, elle se répand, en fait, elle se propage, elle explose, et du coup, finalement, on ne le sait pas, mais on l'aide à se semer. Et donc, pendant 10 ans, je l'ai contraint à ne pas être libre, comme elle doit être. Et dans l'exposition, j'ai créé le parloir des souhaits. Et là où j'ai mis vraiment les graines en dormance, parce que ces graines, elles sont encore bien vivantes, c'est juste, elles sont en dormance. On a l'impression qu'elle est morte. Et du coup, ces graines-là, grâce à une manivelle, on pouvait actionner les milliers de graines qui sont apposées, qui sont posées, qui sont soufflées dans ce parloir. Et du coup, on crée un mouvement de milliers d'estéracées, parce que j'ai utilisé du chardon, du salsifis, du pissenlit, des artichauts aussi. Donc voilà. Donc mon travail, c'est ça, c'est de comment jouer avec la nature, comment l'appréhender et comment l'utiliser sans la dénaturer. En fait, ça, c'est vraiment ce que je recherche. Et c'est sûr que par rapport au projet de la gare, c'est le grand écart. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais pas pu faire une œuvre aussi grande, aussi complexe, et que ça soit pérenne. Donc, c'était un challenge. Et en fait, je me suis dit que finalement, c'était pas dans la fragilité de la matière que j'allais travailler, mais que j'allais travailler plutôt dans le lien et en fait peut-être l'âme du lieu, en fait, du parc. Et c'est comme ça qu'est née Empreinte. Donc du coup, et c'est comme ça que finalement j'ai réussi à penser à une œuvre pérenne, mais qui a quand même un aspect très fort de l'environnement dans lequel elle se situe. Voilà. Et ça réussissait à répondre parfaitement à l'idée qu'exposait tout à l'heure José Manuel. C'est ça qui est formidable, parce que vraiment ça remplissait totalement cette volonté d'être le témoin d'une population. Et alors l'architecte, là, tu nous as présenté plusieurs projets de l'agence qui sont assez fascinants, il faut dire. Et vous avez toujours un accueil très favorable. Tu as le sentiment que vraiment l'architecture va basculer vers ça, vous êtes très avancé, il y en a d'autres qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce que tu penses qu'une esthétique va naître? Et quand je parle d'esthétique, ça veut dire qu'il y aura un courant, que vous serez plusieurs à développer ce type d'architecture. Tu penses ça? C'est une voie possible, je dirais. C'est celle que nous, on a choisi de prendre, parce que moi aussi, je suis amoureuse du végétal, de tous les vivants d'ailleurs. Donc c'est la voie que nous, on a envie de privilégier pour faire évoluer les villes, pour faire évoluer les habitants, parce que c'est pour des raisons, comme on l'a dit, environnementales, architecturales, sociales. Il y a toute la question du comestible qu'on n'a pas abordée là, mais sur laquelle on commence à travailler de manière extrêmement sérieuse, avec ce qu'on a appelé le bâtiment ressource. Comment est-ce qu'un bâtiment peut devenir une ressource lui-même? Et donc je pense que c'est une des voies possibles. Il y a des confrères qui peut-être, et nous on commence à imaginer aussi d'autres matériaux, peut-être travailler avec, il y a un matériau que j'ai très envie d'explorer, c'est le mycélium. On l'a vu sur des champignons, parce que nous on l'utilise pour essayer de rendre les murs le plus possible autonomes en termes de minéraux. Mais quand on le chauffe, ça devient une paroi, ça devient du design, ça devient plein de choses. Donc il y a d'autres matériaux issus du vivant et beaucoup
peut être très vertueux qu'on peut continuer à utiliser dans l'architecture. Donc on n'a pas fini, je pense que nous on est encore très très loin, on a encore plein de choses à explorer avec le vivant, celui qui continue à vivre, qu'on fait prospérer, etc. Après il y a beaucoup d'autres voies possibles. Ce sont des choix, je pense. En tout cas, oui, mais on va peut-être passer. Vous avez dit que le mur, que le matériau devait devenir une ressource. Et ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a peu d'années, j'ai vu un projet qui avait été fait au Brésil, dans les villes, où ils ont fait un sol qui permettait d'éclairer simplement d'éclairer le terrain de foot qu'ils avaient fait, simplement avec les pas des enfants ou des jeunes qui jouaient au foot. Ils faisaient de l'électricité avec le sol et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas du tout, parce que ça a été fait dans un bidonville. Donc ça ne devait pas être un projet qui était excessivement cher. Et est-ce qu'on pense aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous faites des allées ou des choses comme ça, mais est-ce que ça fait partie des choses que vous connaissez aussi? Alors, je ne connais pas cet exemple en particulier, mais je sais qu'il y a une boîte de nuit qui avait développé ce système où, à force, il y a 10 ans, voilà, parce que quand on a une boîte de nuit, on danse toute la nuit, et donc un certain nombre de pas peut être intéressant à transformer en énergie. Quand le DJ est bon. Sinon, on est comme ça à tabler. Parce que pourquoi on ne fabrique pas toutes les routes? Enfin, je veux dire, on conduirait sur des routes qui fabriquent de l'électricité pour... Je pense qu'il y a plein de sources pour fabriquer l'électricité, et l'eau, le mouvement, le courant. Il y a effectivement, c'est des pistes en évolution en fait. Voilà, et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, je ne suis venue qu'aujourd'hui, et je suis venue ce matin après la conférence, je suis à l'heure en retard. On a vu des briques qui étaient faites à partir de matériaux retrouvés dans la mer, en fait, déchets retrouvés dans la mer. Alors là, la brique en question, c'était avec des filets de pêche, enfin des déchets de filets de pêche des fonds des mers. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elles sont poreuses. C'est-à-dire que vous avez... Alors, là, c'était une Mexicaine qui présentait son travail, ses recherches, mais elle fabrique donc avec des déchets qui permet en plus d'enlever ces déchets de la mer qu'on ne devrait plus remettre, mais qu'il faudrait pouvoir enlever. Et elle en fait un matériau qui... Alors après, j'ai posé un matériau qui en plus est poreux, c'est-à-dire que vous êtes... Et ils ont fait, par exemple, dans un des parcs de Mexico, il y a un sol qui est fait avec ce matériau depuis peu de temps. Et là, c'est tout à côté, hein. On voit les briques en question. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui de la part des architectes, si vous voulez, sur la récupération, oui, voilà, justement des déchets. Et dans les travaux, vous avez fait un livre, hein, Pascal et Frédéric ont fait un livre récemment. Il y a aussi vraiment cette idée de comment le bâtiment vient support de la vie. Et ça, c'est l'idée essentielle. Mais évidemment, quand on dit support de la vie, on dit il faut aussi éviter de faire des déchets. Ou si déchets il y a, il faut les récupérer comme viennent support de vie, en fait. Hein. Ça, c'est les fondamentales aussi du moment. C'est comment les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Voilà. C'est le principe numéro 1 de la nature. J'ai posé la question, elle me disait que le projet était récent, mais je me demandais s'ils avaient vérifié qu'il n'y avait pas de plastique qui descendait dans les nappes phréatiques, puisque comme l'eau de pluie, par exemple, traverse, puisque c'est poreux, contrairement à certaines de nos terrasses et des problèmes qu'on a dans certaines villes avec des inondations, parce qu'on a des routes bétonnées qui ne sont plus poreuses, où la pluie... À chaque fois, il y a beaucoup de questions techniques qui se posent, bien sûr. On avait testé un concours pour le Centre méditerranéen de recherche en biomimétisme marin à Biarritz. Une partie du bâtiment était conçue en coquilles d'huîtres. Parce que les huîtres, c'est pareil, c'est des déchets qui partent à la poubelle, alors que... Donc, vous avez fait des routes aussi, des autoroutes avec des...
Il y a Alors, les noyaux de pêche, il y en a Alors, des milliers. je vous invite, peut-être, vous n'avez pas eu encore l'occasion de visiter, mais justement, l'ensemble de ces expositions traite de ces sujets. Hein, ici, vous avez une exposition passionnante qui s'appelle Visible et Invisible, où justement, vous avez, c'est un appel à idées qui a été fait internationalement pour des architectes, et vous faites référence, par exemple, à une expérience là, qui est présentée, ou comment, par un phénomène de concrétion, on crée de la matière. Concrétion dans l'eau, c'est exactement le phénomène des huîtres. Et faites le tour de ces expositions, vous aurez certains éléments, plutôt d'ailleurs d'interrogation plutôt que de réponse, parce que tout, finalement, est un processus d'interrogation, de réponse. Et dans ces projets artistiques aussi, ce qui est important, c'est que les gens se mettent en question, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose qui les séduit, ou qui les interroge, qui les amène à réfléchir. Et là, à réfléchir sur la nature, le vivant, ce qui est tout de même une chose assez essentielle dans notre société. On a vraiment beaucoup de chance de vous avoir ici, là, et aujourd'hui. Vous voyez une évolution donc, vous êtes très optimiste. On avait un débat hier où la question de l'esthétique a été posée, parce que à un moment, quelqu'un a dit, au fond, ce qui est beau est utile, ou inverse, ce qui est utile est beau. Alors là, il y a eu un moment où on s'est un peu tous insurgés, enfin certains dans la salle, parce que c'est assez limitatif. Comment vous voyez les choses? Parce qu'à partir du moment où on dit, vous voyez, qu'il y a une préoccupation numéro 1, qui est éviter le réchauffement climatique, éviter d'abîmer la planète, est-ce qu'on n'en arrive pas à dire que eh bien, les bâtiments qui seront les plus intelligents, les plus utiles, deviendront les plus beaux? Comment vous répondez à ça? Alors déjà, ce qu'on peut noter avec tout le travail magnifique qui est dans la Biennale, me semble-t-il, c'est qu'il y a un mouvement gigantesque de la part des architectes du monde de la construction de s'emparer de cette question environnementale dans l'architecture. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, où même nous, architectes, on fuyait un petit peu ces questions parce que le bâtiment utile environnementalement, en tout cas performant environnementalement, était souvent relativement sacrifié, ou en tout cas on percevait souvent visuellement qu'il y avait des efforts qui avaient été faits dans cette direction et que c'était pas toujours formidable. Et là, pour la première fois, moi, je vois qu'il y a quelque chose de phénoménal, un engouement, un élan avec une dynamique incroyable sur la volonté de faire du beau avec des questions, enfin, en prenant en compte les questions environnementales. Et donc, je ne sais pas si je réponds à ces questions. C'est vraiment essentiel, parce que c'est vrai que souvent, quand on nous a dit économiser les énergies, c'est faire quelque chose de très, très, très... Les fenêtres diminuent. Les fenêtres diminuent. Le béton augmente. C'est plus bas le plafond, etc. C'est vraiment ça. Donc, est-ce que toi, Manuel, José Manuel, tu vois ce genre d'interrogation dans toutes les pratiques artistiques ou pas? La question de l'utile et de l'agréable, dont on pourrait dire que ce serait la dimension esthétique, au fond, c'est une expression qui existe depuis très très longtemps. Donc on voit bien qu'au fond, elle est à l'œuvre depuis très longtemps, cette question. Est-ce qu'on peut à la fois travailler sur une dimension esthétique avec une priorité qui est donnée aux formes, et est-ce que quand on donne la priorité aux formes, on n'enlève pas de la fonctionnalité ou l'inverse? Là, évidemment, il y a moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on admet qu'il y ait comme ça qu'on cherche moins à essayer de fusionner qu'à créer un point de tension. Déjà, je pense qu'il y a une chose qui est assumée, parce que intégrer, on le voit aujourd'hui, intégrer, c'est pas faire disparaître l'autre, c'est lui faire une place. Avant, intégrer, et y compris dans l'histoire des hommes, c'était un peu ça. Au final, il a intégré. En fait, c'est la domination des uns sur les autres. Aujourd'hui, quand on parle d'intégration ou d'assimilation ou autre, y compris dans d'autres champs, on voit bien que ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver ce qui appartient à l'autre, qui nous intéresse chez l'autre, et qui fait que du coup, on peut la rendre visible. Et comment on la rend visible? Donc, c'est des protocoles, au fond, d'échange. Et ce que fait Pascal avec son travail, on voit bien, elle pourrait tout à fait mettre ici, sous ce béton, vit une nature qui un jour surgira. Et puis du coup, ça fait un cartel d'exposition. Et qui pourrait le contester? D'ailleurs, ça pourrait exister. Sauf que là, il n'y a pas de discours qui est produit. C'est-à-dire qu'au fond,
on peut tous assister à cette expérience, la juger, la voir et voir bien qu'il y a eu un protocole qui est un protocole d'accueil et un protocole qui est un protocole où, au fond, on voit bien qu'il y a deux éléments qui sont en tension, qui ne sont pas évidents, mais qu'il faut retrouver comme une évidence. Donc, moi, je crois que cette chose-là, elle est à l'œuvre, et elle a toujours été à l'œuvre. Vous avez donné quelques exemples, madame, notamment ceux que vous citez du Brésil, parce que c'est une de mes terres d'origine, et j'y ai puisé beaucoup d'expériences, y compris dans mon travail aujourd'hui, qui ont existé depuis 30 ans. Il y a comme ça, aujourd'hui, un mouvement énorme, ce qu'a dit Pascal, qui fait que du coup, on ne juge pas des initiatives qui sont prises à tel ou tel endroit ou par telle ou telle personne tout de suite en la balayant d'un revers de la main, surtout quand il est question d'environnement aujourd'hui, quel que soit les endroits. Jusqu'à il y a 10 ans, tous c'était bon, sympa, ils sont sympas, ils se font leur petit camp, et ils prennent de la guitare et ils cherchent des poux dans la tête. Et du coup, aujourd'hui, on sait que ces images-là, mais c'est très récent hein, à l'échelle de notre histoire. C'est depuis 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'y intéressaient. Ça veut dire que du coup, à un moment, il y a ce qui fait la structure de nos sociétés, c'est-à-dire l'économie, le politique, qui ne s'y intéressaient pas, se rendent compte qu'aujourd'hui, même si on ne veut pas s'y intéresser, on a intérêt de s'y intéresser. Et précisément Donc du coup, les choses prennent des proportions au sens littéral qui font que du coup, ce qui apparaissait comme anecdotique aujourd'hui est testé. Tout d'abord, c'est rendu visible, ce qui n'était pas le cas avant. C'est que tout de suite on dégageait parce qu'il y avait une question d'échelle. Et aujourd'hui, c'est expérimenté, ce que fait Pascal. Et à l'endroit où elle offre une visibilité à ces projets, donc une critique, qui fait que du coup on peut échanger. C'est ça qui est en train de changer, c'est que c'est le rapport de masse à cette question qui est celle, au fond, de quelle place pour les formes. C'est tous ces protocoles qu'on connaissait et qu'on dissociait avant, qui étaient la fonction et la beauté, ce que tu posais comme question, François. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut qu'on travaille à essayer de faire en sorte que ces choses-là puissent se relier, puisque c'est de ça que nous sommes, y compris individuellement, constitués. Cette schizophrénie, tu utilisais le terme tout à l'heure, mais cette schizophrénie, on en vit tous. On a envie d'une chose et en même temps, on se dit, ouais, mais si je fais ça, je suis pas sûr que si je passe en revue mon cahier de ce qui doit être fait ou pas être fait, je suis pas en contradiction. C'est nos existences individuelles. Dans la société, dans les structures, on vit la même chose. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui tend à trouver des protocoles de conciliation et d'intelligence entre, on va dire, tout ce qui constitue la société et on va dire, la nature dont nous faisons partie. C'est ça qui est nouveau. Et ces tensions qui existent, qui sont parfois exacerbées et qui se présentent d'une certaine manière, mais qui ont aussi servi le propos, aujourd'hui, elles sont ingérées, elles sont en train d'être intégrées par nous tous dans toutes les manifestations. Versailles, d'une certaine manière, et François le sait, Versailles sur ces questions-là qui étaient du rapport à la nature, et de fait, cette école qui est ici, elle existe depuis très longtemps, cette question. Ce qui est remarquable en faisant cette biennale, c'est que non seulement on vient l'affirmer, mais on vient affirmer que c'était pas un courant qui était historique. On vient affirmer que c'était pas une histoire qui est celle parcellaire et qui se situe à certains endroits. C'est qu'aujourd'hui, y compris les personnes les plus contemporaines, d'une certaine manière, et donc qui est aussi contemporaines, c'est-à-dire qu'elles tracent aussi des lignes pour l'avenir, elles sont à l'œuvre et elles se rassemblent ici pour donner une vision. C'est ça qui est nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau. Et dans l'art, on a exactement la même chose. La question qui est celle de prendre en compte la nature, mais de prendre simplement en compte les gens. D'ailleurs, c'est l'une des ruptures de prendre en compte les gens avec l'art contemporain. Parfois, ça glace un peu certains de mes collègues d'art contemporain. L'art contemporain, vous savez, jusqu'à 2 manifestations étaient dans les musées et seuls y allaient un peu les spécialistes et c'était intéressant et ça faisait pas de débat au final puisque personne n'y allait, on va dire, en gros, jusqu'à il y a 25, 30 ans. Qu'est-ce qui a fait la rupture? Qu'est-ce qui fait que l'art aujourd'hui est devenu aussi une forme publique et qui fait que du coup il n'y a plus une manifestation, une chose qui se passe où il n'y a pas à un moment une expression d'art contemporain. Vous imaginez, il y a 30 ans c'était l'inverse. C'était quelque chose qui était totalement à la marge. Pour moi, 2 endroits. Versailles. Quand la première exposition qui se fait à Versailles, même si elle fait scission avec Jean-Jacques Ayaou, quand il présente des œuvres d'art contemporain à l'intérieur du château de Versailles, il vient amener une vraie question sur cette question de l'art contemporain. Du coup, il attire des foules de curieux, de gens intéressés qui se posent des questions et ça fait un énorme débat. Mais du coup, ça devient public. La Nuit Blanche.
D'un seul coup, l'art contemporain qu'on mettait dans les musées, on le met dehors. Rupture. Ce qui était totalement marginal est devenu en fait, aujourd'hui, regardez, tous, on ne va plus à un endroit où on en pense ce qu'on veut. On ne va plus à un endroit où la question de l'art contemporain ne se pose plus. Cette question qui est celle de la nature et de la place de la nature dans tous les éléments constitutifs de notre vie, et a fortiori celle qui, au sens littéral, architecture nos paysages, est en train d'entrer, mais alors par un vent absolument extraordinaire. Et d'une certaine manière, ces manifestations comme celle à laquelle on assiste ici, elles contribuent à rendre visible quelque chose qui est à l'œuvre depuis très longtemps, mais qui est rendu là d'une manière à la fois synthétique, non schématique, et complètement ouverte sur ces tendances. C'est ça qu'on est en train de vivre tous en ce moment. Alors, on va encore s'affronter, on va encore discuter, on va encore pas être d'accord, on va être d'accord, mais c'est à l'œuvre. C'est incontournable. Vous savez, dans le spectacle vivant, parce que vous le savez, je réalise quelques manifestations dans ce sens. Avant, c'était impossible d'imaginer qu'on change les projecteurs parce que les créateurs travaillaient qu'avec un type de colorimétrie extrêmement précise et qui ne pouvait être obtenu qu'avec un certain type de lampe. Donc quand est arrivée la question des LED, ça a été une révolution, des débats, mais pendant 5, 6, 7 ans. Ceux qui voulaient s'équiper, ceux qui voulaient pas s'équiper. Mais aujourd'hui, c'est même plus une question. Plus personne ne commande d'autre chose. Et l'attention à chaque fois, c'est de demander, au fond, les performances énergétiques. Mais, José Manuel, il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de réconcilier une plus grande population avec l'art contemporain, c'est justement ce retour de la nature. C'est-à-dire que la sensibilité qu'exprime par exemple Duhan à travers ses créations, tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ontologique. Voilà. C'est la nature de l'homme qui est... La nature de l'artiste répond à la nature de l'homme avec cette vision. Et c'est vrai que je suis très frappé par ça, par ce retour justement d'expressions artistiques qui partent d'un amour aussi, tout simplement de ce qu'ils voient, ce que tout à l'heure tu disais. C'est la contemplation. Et ça, je pense que ça contribue beaucoup aussi à ce que toutes les formes d'art contemporain soient intégrées. Parce qu'autrement, certaines formes d'art contemporain ont fait des phénomènes de rejet, de rupture. Et d'une certaine façon, qu'il y ait cette capacité à jouer des formes d'art contemporain qui parlent immédiatement à une forme de sensibilité, qui parlent à une plus grande forme de population. Car toutes les populations, finalement, sont sensibles à ça, permet justement de développer une curiosité sur d'autres formes d'art contemporain qui sont peut-être plus en rupture. Je trouve qu'il y a une évolution très intéressante. Et dans l'architecture, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aussi. C'est-à-dire que l'architecture aujourd'hui intéresse plus parce que les gens se sont sentis mal avec une forme de brutalité tout de même, de stéréotypes de la construction. Et là, aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup parce qu'ils sentent qu'en tant qu'êtres vivants, ils se sentent mal dans ces constructions et qu'ils aspirent à autre chose. Et je sens un peu ça. Je ne sais pas si notre artiste présent sent ça aussi. Moi, je peux parler que pour moi parce que je ne vais pas parler pour les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, quand on aime quelque chose, on met beaucoup plus d'intention. Et par exemple, moi, par exemple, quelqu'un qui va travailler de la terre, qui va faire de la céramique, c'est parce qu'il est amoureux de cette matière. Donc forcément, il va passer du temps. Il va comprendre où ils peuvent aller. Parce que maintenant, il y a aussi cette culture, c'est d'aller chercher sa ressource, la ressource première. Moi, je l'ai toujours fait. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être tout le monde va parler de ça. C'était naturel. Et je pense que, en fait, pour moi, c'est par exemple, je dis, tout le monde parle de la perte de la biodiversité, mais en même temps, il y a on voit pas on la voit pas disparaître. Mais c'est parce que si on voit que demain, ce qu'on aime le plus, par exemple, je sais pas moi, peut-être un colibri ou peut-être un papillon qu'on le voit tous les jours à la fenêtre, et demain on dit en fait elle est plus là et elle est où, et un mois d'après on la voit plus, et c'est extinction. Donc en fait je pense que c'est ça qui fait que finalement quand on voit ce qu'on perd, on a plus envie de le protéger. Et c'est vrai que le fait de travailler... Moi, si demain, je me dis, comme je travaille beaucoup les graminées, les pissenlits, je me dis, ça se trouve, moi, demain,
dans 20 ans, il n'y aura plus de pissenlit. Ce serait dramatique, parce que aussi pour la génération future, finalement, ce qu'on essaie de protéger aujourd'hui, parce qu'on a conscience que finalement, dans les ressources qu'on utilise, soit pour produire, soit pour l'alimentation, pour tout, en fait, on est en train d'arriver à épuisement. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en discuter. Mais c'est juste que comment on peut préserver ce qui reste et comment on peut l'amplifier et le montrer que c'est beau et qu'on en a besoin, que c'est une richesse de la nature et que forcément, sans elle, on serait un peu plus démunis et on serait peut-être on va se taper dessus. Mais donc, du coup, après, la question du beau dans l'art contemporain, en fait, déjà, l'art conceptuel, c'est encore autre chose. Mais moi, c'est vrai que dans mon travail, je mets beaucoup de... par exemple, le savoir-faire. Par exemple, comme je suis autodidacte, donc tout ce que je fais, les projets que je mène, en fait, si je dois faire une pièce en céramique, je vais faire une formation. Si je dois faire la sculpture sur bois, je vais faire une formation. Et c'est que comme ça que je comprends la matière et avec la personne avec qui je vais travailler, parce que finalement, c'est important en fait, de comprendre d'où viennent les matières et comment on le procure en fait. Et donc j'ai la chance de travailler des plantes les plus communes et qui poussent partout, donc j'ai pas cette... en fait, avec du recul, je me dis que j'ai beaucoup de chance finalement. Donc voilà, mais je sais pas si j'ai répondu à la question ou pas, mais voilà. Donc, Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de cette rencontre. Moi, il y a quelque chose qui me vient tout de suite en tête, c'est que c'est un peu un laboratoire, le projet du Grand Paris Express, avec, sur la question de la mobilité et tout ce mécanisme de tandem, le fait de se confronter et de penser une gare de 68 façons différentes en même temps. Et je me demandais la manière dont le projet était piloté. Est-ce que tous les tandems sont complètement... mènent leur chemin tout seuls, ou est-ce qu'il y a des moments de rencontre, et où est-ce que justement sur ces rencontres il y a pu y avoir le fait d'avoir intégré des artistes, une découverte de nouvelles fonctions de ce que peut être ce lieu de mobilité et de cohésion urbaine qu'est une gare, et est-ce qu'il y a d'autres plein de choses qui ont pu naître et qui ont pu percoler d'un projet à l'autre sur ce que peut être une gare et la manière dont on va vivre la ville pour les 50 prochaines années? Alors en tout cas, Pascal l'a un petit peu dit tout à l'heure, ce qui est sûr, c'est que ce que j'essaie de faire en sorte, c'est que quand ces tandems se rencontrent vraiment, parce que je ne l'ai pas dit dans le protocole, mais j'arrive pas avec un artiste que j'ai choisi en disant c'est celui-là. En fait, je leur fais 2-3 propositions, mais les artistes ne le savent pas encore. À l'architecte, après avoir écouté l'architecte. Et une fois que l'architecte se sent à l'aise avec un artiste, on appelle l'artiste qui me répond oui ou non. Là, à 99%, ils m'ont toujours répondu oui. On te suit, on va à la rencontre. C'est vraiment comme ça que ça se passe, hein. C'est aussi simple que ça. Ils se parlent. Une fois qu'ils se sont parlé, j'observe s'ils ont capacité à s'écouter, à s'entendre un peu. Et à partir de là, on demande juste une chose, c'est que l'artiste produise une image issue de la discussion et que sur cette image, on est d'accord de tenter d'essayer de faire quelque chose ensemble. C'est vraiment, parce qu'elle pourrait le dire, Edouane, c'est vraiment comme ça que ça. Et moi, je suis là, j'assiste, je sais que derrière, il y a toute la machinerie administrativo-technique et que j'ai un peu une connaissance de tout ça et que j'essaie d'anticiper dans ces discussions, quand je sens des choses trappes d'emblée, de les éviter pour pas que du coup ça parte dans le mur. Donc il y a un protocole, c'est le protocole au fond fictionnel. Il y a une histoire, d'un seul coup, ça se traduit par une image. Cette image, comment on va faire pour la produire? Ça, c'est ce que j'essaye de préserver d'une certaine manière, parce que quand ils se rencontrent et qu'ils produisent une image, c'est toujours un rapport avec l'endroit où ils se trouvent. Toujours. Là, c'est flagrant, évidemment, avec ce thème qui nous importe ici encore plus, qui est le rapport à la nature. Mais c'est flagrant. Le fait de tirer le parc Valbon, de le tirer jusqu'à cette gare et de faire que la gare, en fait, presque on vienne de la glisser dessous, qui faisait un peu prendre, et que ce parc se soit valorisé, mis en valeur comme une sorte de figure de proue de cette ville, et d'essayer le plus possible de faire que cette nature, elle existe. C'est ici, c'est à cet endroit-là, et nulle part ailleurs. Après, le sujet qui est celui de relier tout ça, moi j'essaye de veiller à ce que, je dis bien veiller, à faire en sorte que quand demain on va faire le parcours d'une gare à une autre, c'est que du coup on vive l'aventure de ce que sont chacun de ces territoires.
sans discours, uniquement avec le fait qu'on se retrouve dans une architecture et une œuvre qui est à l'échelle de l'architecture, qui, elle, est dans un dialogue et qui fait que, du coup, il se passe quelque chose, je l'espère, pour nous. Mais ça signifie quelque chose. Et je dis souvent que j'essaie pas de créer des choses identitaires, j'essaie de créer des choses singulières. La différence entre les deux, pour moi, en tout cas, je peux le dire, mais c'est pas moi qui l'ai défini, c'est d'autres philosophes, c'est que l'identité, c'est par rapport à l'endroit où je suis né, à l'endroit où je suis. La singularité, c'est par rapport aux autres. Or là, le réseau, c'est les autres. C'est toujours les autres, d'un côté ou de l'autre. Donc je fais en sorte que ce qui se passe d'une gare à une autre ne soit jamais la même histoire. De fait, ça l'est pas, mais je veille, par exemple, si je vois qu'il y a deux œuvres qui sont, par exemple, avec des artistes qui sont plutôt sur la couleur, d'éviter que ça s'enchaîne. Donc, dans les choix qui sont suggérés en amont de rencontres, je fais en sorte, je connais un peu le travail des artistes, c'est mon boulot, et maintenant pas mal celui des architectes, que je connaissais déjà un peu, mais alors là, évidemment, encore plus, je fais en sorte que ces choses-là n'arrivent pas, que du coup, demain, ceux qui vont voyager, ou ceux qui y habitent, ils vivent une expérience qui est une expérience de ce qu'est la vie de tous les jours, c'est-à-dire un apparent chaos, quand même fichtrement bien organisé pour qu'on arrive à vivre des émotions qui sont des émotions différentes. Ça, c'est l'expérience que l'on fait tous face à quelque chose, qui est quelque chose dont on dit que c'est beau. Le beau, c'est qu'à un moment, on a une émotion qui est quelque chose dont on ne peut pas exactement expliquer le pourquoi. Pour autant, on passe notre temps à essayer de l'expliquer. Parce que c'est une émotion qui est une émotion sensible, fragile, quelque chose dont on sait qu'elle ne va arriver qu'à ce moment-là, peut-être dans le rapport avec cette œuvre-là. On ne va pas tous jusqu'au syndrome de Stendhal, qui va jusqu'à l'évanouissement et de face à une œuvre, mais pourquoi pas? Mais c'est ça l'idée de la beauté. Alors c'est ce qu'on essaie d'ambitionner, c'est qu'à un moment, quand on va dans un endroit, qui est en l'occurrence une gare, il se passe quelque chose qui dépasse simplement celle de la fonction. Et donc je veille à ce qu'à chaque fois ce soit vraiment des petites entités, mais qui dialoguent entre elles, parce que j'essaie d'avoir souvenir. Alors après, vous dire que tout ça est simple, parce qu'encore une fois, il y a des contraintes techniques extrêmement fortes, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, et tout le monde n'a pas la même proximité du processus. Quand vous êtes dans le processus, maintenant on commence à... Mais les premières années, je vous dis même pas d'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça que j'ai perdu tous mes cheveux, mais non, j'exagère, je plaisante. Mais vraiment, au début, c'était très difficile d'arriver. Donc, je n'avais pas d'autre choix, comme le dit Duyan, pour que ceux qui étaient en face et qui m'avaient commandé, au fond, ce travail, il fallait que je comprenne quelles étaient leurs raisons, leurs explications. Donc effectivement, je me suis mis à faire un travail de technicien, comprendre le matériau, c'est quoi évidemment un réseau, c'est quoi les contraintes de sécurité sur les gares. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, je suis devenu un spécialiste assez imbattable sur ces questions-là. Au début, c'est fastidieux, mais on comprend aussi, au travers de ça, comment se construisent les oppositions. C'est souvent dans une incompréhension de l'autre. Donc le travail, c'est un travail qui, sur les territoires, commence déjà comme ça. Le travail qu'on fait avec les maires, qui est fait à chaque fois. On n'a pas tous la chance d'avoir un maire qui à chaque fois pige tout de suite quel est l'enjeu, je peux vous l'assurer. Donc là, faut expliciter un petit peu les choses un peu plus. Mais je dois dire qu'objectivement aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune difficulté à intégrer le fait de cette expérience émotionnelle qu'on essaie d'avoir au travers d'une fonction qui est en train de se mettre à l'œuvre. Ça marche vraiment à fond. Maintenant, il faut tenir bon. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ça peut être à un moment la bonne intention pour une chose qui apparaît purement technique, qui fait que du coup on fait dériver l'œuvre. C'est l'une des difficultés souvent des œuvres dans l'espace public. C'est souvent pas la faute de ceux qui l'ont pensé avant, qui fassent que l'œuvre, au fond, n'atteint pas tout à fait son objectif, on va dire, en tout cas émotionnel ou de forme. C'est parce qu'au dernier moment, il y a quelqu'un qui sort, qui n'a pas encore dit le truc, qui dit « Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, on ne peut pas utiliser du béton. Ah, attendez, ça fait 6 ans qu'on va ça. Et comment on fait ?» Je prends un truc très schématique, heureusement, c'est plus... Mais on n'est pas loin. Et je vous citerai une chose qui m'est arrivée hier, qui fait que d'un seul coup, on apprend qu'à un endroit, il y avait une contrainte technique qu'on ne nous avait pas dit. Ça fait 6 ans qu'on travaille avec un artiste spécifiquement sur ces questions. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est là où vous voyez toutes les intelligences qui sont à l'œuvre. C'est que les artistes, les architectes se réunissent, se disent, nous, on a envie de la réaliser quand même, cette œuvre, donc comment on va passer? Et du coup, on est dans un laboratoire de l'intelligence. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit comment chacun va avancer et faire évoluer même les questions qui sont les questions du coup réglementaires, extrêmement passionnantes. Et du coup, on fait avancer la norme. Le problème, c'est qu'on est dans des espaces qui sont des espaces extrêmement normés, pour de très bonnes raisons. Évidemment, vous voulez tous arriver à l'heure,
On veut tous arriver à l'heure, on veut tous partir à l'heure, on n'y arrive pas tout le temps, ça on le sait, et on veut aussi le faire dans des conditions qui sont des conditions de confort. Ça oblige à des normes. Simplement, comment on fait dans ce monde de normes, là où aujourd'hui on cherche, ce qu'a très bien dit François, on veut utiliser d'autres termes. C'est fragile, c'est beau, c'est délicat, c'est intelligent, c'est compliqué. Précisément dans ces endroits où on dit toujours que c'est toujours des terres de... Mais ça, c'est déjà une chose qu'on est en train de gagner. C'est-à-dire que ces termes qui apparaissaient comme non compatibles avec ces territoires, aujourd'hui, ils sont aussi l'appropriation de ces territoires. Donc quand dans les réunions, j'entends un spécialiste de la sécurité qui dit « Ouais, mais enfin, ton truc, là... » Souvent, c'est comme ça qu'on le dit. Hein. Le truc, c'est l'œuvre. Ton truc, là, où tu m'enlèves ma paroi et tout... Bon, c'est vrai que c'est beau, hein, quand même. Mais tu vois, on va pas y arriver, quand même. Mais comment on peut faire pour que... Moi, j'ai pas de solution. Comment on fait pour que ce soit toujours aussi beau? Mais tu vois, si je t'enlève ça, ça va pas être aussi beau. Bah, déjà, rien que d'entendre une personne qui me dit ça, alors qu'il a en charge des fonctions, on est en train de gagner des petits bouts. Et effectivement, la question aujourd'hui, et pour finir sur cette longue réponse à votre courte question, la question qui est celle de la nature, on est tous en apprentissage. Franchement, moi, j'y connaissais rien. Hein. J'étais bien sensible à ces questions-là parce que ma pratique quotidienne fait que... Mais je ne savais pas comment ça allait se traduire dans mon métier. Et dans ce métier, en plus, qu'on me demande de faire, qui est celle d'être une sorte d'ingénieur accompagnateur de quelque chose dont on ne sait pas tous. On sait tous la fonction que ça doit avoir, mais on ne sait pas exactement comment ça va se produire, tout ça. Alors là, les formes... Et oui, c'était très beau, l'image. Tout à l'heure, on commence à voir se dessiner, au sens littéral, les formes. Super beau, parce qu'au début, on voit les formes totalement expurgées. Bah, du coup, chacun commence à se projeter vraiment dans les choses. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais il faut tenir jusqu'au bout. Vraiment, la difficulté dans tous ces projets, c'est que c'est épuisant d'être pendant 10 ans. Moi, je pensais que ça allait un peu se freiner, les réunions, par exemple, les rencontres. Mais en fait, ça s'accélère. Parce qu'à tout moment, il y a le risque de l'intervention pertinente, mais qui vient faire basculer le projet. Donc, je crois que tu es en train de vivre ce que vivent les architectes, en fait. Je crois que c'est ça qu'ils vivent, en réalité. À tout moment, il y a un truc qui va, le placard n'est pas au bon endroit. C'est ça, on remet tout en cause. Moi, je voudrais revenir sur juste un mot, pour finir, hein, sur l'expérience émotionnelle. Et c'est là où le vivant et l'architecture ont vraiment des choses à se raconter, parce que l'architecture, nous, on construit beaucoup des architectures en briques, en béton qui ne bougent pas, et pendant des années et des années, pendant 10 ans, on a certains bâtiments, on dirait qu'ils viennent juste d'être livrés. Et le temps ne passe pas sur ces bâtiments. Alors c'est super, les maîtres d'ouvrage sont contents, nous aussi, enfin, il n'y a aucun... C'est vrai que quand on est en briques moulées main, enfin bref, quand on est dans des matériaux de qualité, le temps passe en château de Versailles. Et c'est vrai que le vivant, quand on installe tout d'un coup du végétal autour de ces bâtiments, pas forcément recouvrir une façade, hein, et on peut être beaucoup plus light que ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais tout d'un coup, on raconte une autre histoire du temps. Quand une glycine, le pied, il est comme ça, ben on sent qu'il s'est passé quelque chose sur ce bâtiment. Et là où le temps a glissé, eh bien, il marque, où il est marqué, où il est représenté, où on peut le percevoir enfin, quand on a installé quelque chose qui vit, qui prend les saisons, qui meurt éventuellement, etc. Et du coup, c'est là où je continue à penser que l'architecture et le végétal ont vraiment un assemblage, enfin, vraiment une histoire d'amour à recréer, oui, à être développée. Oui, je voulais vous poser une petite question. Enfin, vous parlez beaucoup de flux, de mobilité, de rencontres. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est scénographie. Est-ce que maintenant, l'architecture, est-ce que c'est pas plutôt dans les mouvements, tous les mouvements qu'on a chaque jour pour prendre son train, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La scénographie d'un bâtiment en général, vous voulez dire, par exemple, ou celle d'une gare? Nous, on peut appeler ça scénographie, et nous, on appelle ça aussi le parcours. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à l'intérieur d'un bâtiment, on développe des parcours, on rend le bâtiment intéressant, on ouvre le bâtiment à ses utilisateurs. Aujourd'hui, on le vit tous les jours. Trop de bâtiments sont fermés, des portes qui sont inutilisables. On n'a pas le droit d'aller partout. En fait, on construit des écoles. Il y a un quart de l'école où les élèves n'ont pas le droit d'aller, les professeurs, etc. Donc, comment est-ce que
on redonne aux gens une forme d'appétence et d'envie de respecter leur propre bâtiment, et donc de l'entretenir, et donc de l'utiliser, etc. Et ça, il nous semble que ça passe beaucoup par, justement, cette question de parcours, d'apprendre à le connaître, de pouvoir aller d'une façade à l'autre, de comprendre comment il est organisé à l'intérieur d'un îlot, à l'intérieur d'un quartier, à l'intérieur d'une ville, d'où vient le soleil, où est le nord. C'est tout ça qu'on essaye de... Et tout ça permet à chaque utilisateur de reprendre la main. C'est un habitant, c'est un professeur dans une université, c'est tout ça. Moi, j'ai souvent l'impression qu'une ville, justement, c'est des flux. Quand on est dans une ville, on est sur une avenue de New York, on est traversé par des flux. L'architecture, pour moi, c'est plus un passage de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa. Donc, il y a une question de seuil. Qu'est-ce que je vois quand je suis dedans? Qu'est-ce que je vois de l'extérieur sur l'intérieur du bâtiment? Donc, c'est une frontière, un seuil plutôt. Et le végétal, le paysage, c'est ce qui nous ramène à ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est ce qui est vivant et ce qui va mourir. Et du coup, on a souvent l'impression que ces trois énergies, en fait, fabriquent une scénographie et un parcours à l'échelle d'un quartier, d'un îlot, mais d'un bâtiment, mais d'un 3 pièces aussi. Quels sont les parcours d'un 3 pièces? Donc c'est... Voilà, C'est une jolie définition, ça. Écoutez, on a pris déjà un peu de retard. Il y a une question là, et puis on s'arrêtera là. Je vous remercie, bonjour à tous. J'ai besoin de vous poser une question parce que je suis très touchée par l'accessibilité aux personnes handicapées. Et je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure d'expérience émotionnelle. Et donc, en l'occurrence, je trouve que c'est très bien de faire voyager les sens. Mais pour les personnes qui sont sourdes et muettes ou les personnes qui ont des déficiences visuelles, comment vous allez faire pour faire voyager ces sens à travers ce magnifique projet? Les odeurs. Voilà. Il y a les odeurs. Quand on passe sous une cuisine, en ce moment, les jasmins sont en fleurs. Avant-hier soir, on a dîné dans... Bref, il y a un mur de jasmin dans Versailles qui, sur 5 on était à 400 mètres. Donc, je pense que c'est très fort. Après, les sons aussi, pour ceux qui entendent. Les oiseaux qui réapparaissent dans un cœur d'îlot parce que la ressource est présente. La vue, pour ceux qui ne voient pas bien, les fleurs, un houppier qui est un peu plus dense, une couronne d'arbres qui est très remontée. Je pense qu'il y a de quoi fabriquer, il y a de quoi nourrir les sens, les 5, de tout le monde, même des handicapés à qui il reste toujours au moins un sens. Et puis vous dire que c'est dans le cahier des charges qui nous est donné, pas les contraintes, mais dans les cahiers des charges qui nous est donné d'emblée, il y a par exemple des endroits où on pourrait avoir envie d'aller produire quelque chose entre l'architecte et on n'y va pas parce que précisément ça ne répond à aucun des sens possibles des personnes dites handicapées. Donc ça, il faut le savoir, c'est dans le cahier. Et du coup, ça rend des choses assez passionnantes sont dans la construction. Donc, dans les éléments dont doivent prendre en compte les artistes, l'endroit qu'ils choisissent, la nature de l'œuvre, il faut qu'il y ait la possibilité pour les personnes qui ont, quelle que soit la difficulté, la possibilité d'y accéder. Donc il y a des endroits où très clairement, par exemple, il n'y a pas d'ascenseur, parce que parfois c'est des passages directs, même si l'endroit paraît comme une évidence pour faire quelque chose, on ne fait pas quelque chose à ce moment-là. Donc ça, il faut savoir, c'est vraiment très clairement identifié aussi. Je vais illustrer ce que tu viens d'expliquer. Il y a un espace dans la gare qui est inaccessible aux handicapés, mais pour que les handicapés physiques qui sont en fauteuil puissent quand même percevoir l'œuvre de Duyan, on est descendu d'un niveau, une partie de son œuvre. Oui, parce qu'au début du projet, en fait, j'avais proposé que 2 œuvres, donc l'empreinte, le système racinaire au plafond et l'herbier fantastique, donc vraiment les parois vitrées avec toute la biodiversité du monde sauvage, des végétaux du parc Georges Valmont. Et du coup, c'est arrivé 1 an après, et en fait, le projet a évolué. Ils nous ont demandé de trouver. En fait, ils disaient que finalement, les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas y accéder à la mezzanine, donc ils ne pouvaient pas voir. Voilà, la voûte, ils ne pouvaient pas voir. En fait, ils pouvaient accéder directement sur les quais.
Et donc, il fallait raconter une histoire, il fallait en fait se recréer une histoire et de raconter la totalité des 2 œuvres qui étaient au-dessus en une seule illustration. Et donc l'idée était venue, enfin, finalement, c'était pas plus mal parce que j'ai fusionné les racines des hommes, plus avec les racines des végétaux qu'on a mis en inclusion, qui a créé cette hybridation sur la brique. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais du coup, sur les quais, vous verrez, en fait, je pense que la matière va rester, et donc, en fait, vous aurez des plantes, donc des herbiers avec leurs racines, et ensuite, ces racines-là, en fait, on peut toucher. Hein. Après, l'idée, c'était quand même qu'on puisse offrir aux personnes à mobilité réduite d'avoir une synthèse des 2 œuvres qui étaient au-dessus. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je pense que le projet est vraiment complet, du coup. Mais voilà, on l'a fait. Écoutez, un très grand merci. Je crois que grâce à vous, on a envie d'aller à la Courneuve. Hein, c'est important. Je crois que c'était le pari aussi de José Manuel de rendre tous ces créations artistiques liées à des très belles créations d'architectes qui attirent et que ce soit devenu effectivement un lieu que l'on va découvrir avec plaisir, comme on va découvrir le château de Versailles. Merci infiniment pour avoir été tous les 3. Je suis très content qu'on finisse ces débats, et je pense Olivier aussi, sur cette notion qui touche vraiment à la beauté. Je vous invite d'ailleurs, en vous écoutant, je ne sais pas si vous avez encore vu l'exposition qui est au Potager du Roi, mais elle est extraordinaire. Elle est d'ailleurs, c'est Gilles Clément et une équipe, tu vois. Je t'entendais tout à l'heure, ça donne aussi envie d'aller voir l'exposition que tu vas présenter de Gilles Clément sur les graines. Là, il fait une exposition et il y a notamment, alors ça, il y a 2 choses dans cette exposition. Ils ont fait un jardin, ils ont développé un jardin en 1 an sur un terrain qui était un terrain qui avait de très mauvaises conditions, l'état était abîmé, et ils ont montré qu'en 1 an, on pouvait aller voir. Alors certes, ils se sont donné beaucoup de mal, mais c'est une sorte de jardin vivant extraordinaire. Et puis, vous avez dans un bâtiment qui avait été d'ailleurs reconstruit par Alexandre Chemetov, qui est aussi un grand paysagiste, pour la première biennale. À l'intérieur, vous avez des choses très passionnantes, et notamment, vous avez des très grands ouvrages, très très beaux d'ailleurs, le papier est magnifique, ils sont immenses, et c'est des exemples de projets d'aménagement urbain. Et ça fait rêver parce que certains ont été réalisés et on voit la transformation incroyable. Et puis d'autres sont des projets. Voilà, donc il y a plein de choses à voir. Merci infiniment, merci pour votre talent à vous 3. Merci.